Que feriez-vous si votre mari amenait sa maîtresse à vos funérailles? Imaginez une église remplie de 200 personnes, un cercueil en acajou abritant une femme enceinte décédée d'une manière inexplicable. Puis les portes s'ouvrent en grand. Comment as-tu pu faire ça? Son mari entre. Il a tout volé, Marcus, tenant la main de la femme avec qui il la trompait depuis des mois. Ce n'était pas comme ça. Mais voici le secret. Personne dans cette église ne le savait. Je veux que tu me dises, la femme dans ce cercueil n'était pas une victime. C'était une génie. Tout le monde pensait qu'elle était juste une simple institutrice fabriquant des bricolages pour ses élèves. En réalité, elle construisait discrètement un empire de 47 millions pendant que son mari prévoyait de tout prendre et de disparaître avec sa maîtresse. Elle gardait une trace de chaque mensonge, de chaque crime et de chaque trahison. Et elle a laissé une vidéo. Une vidéo qu'elle avait arrangée pour qu'elle soit jouée à ses propres funérailles, conçue pour détruire quiconque avait jamais pensé qu'elle était faible. Ce que vous allez entendre va vous choquer. Restez avec moi car le coup de théâtre final est quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Pas même moi. Cette histoire parle de Rachel Morrison et c'est l'histoire de la façon dont une morte a obtenu une vengeance parfaite. Cette histoire vous enseignera une leçon puissante. Ne sous-estimez jamais une femme silencieuse. Ne confondez jamais son silence avec de la faiblesse. Et ne croyez jamais que quelqu'un qui semble impuissant ne peut pas devenir la personne la plus dangereuse de la pièce. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, rejeté, ou qu'on vous a dit que vous n'étiez rien sans quelqu'un d'autre, cette histoire est pour vous. Le cercueil en acajou se trouvait à l'avant de l'église Saint Andrew, un lieu magnifique et tragique. Il était entouré d'innombrables lys blancs et de la douce lueur des bougies qui faisaient danser les ombres sur le bois poli. 200 invités étaient assis dans les vieilles stalles de l'église. Ils étaient tous vêtus de noir, leur visage montrant ce genre de profonde tristesse qui survient quand quelqu'un meurt trop jeune. L'air était lourd de l'odeur des fleurs mêlée à un parfum coûteux. Mais sous tout cela se trouvait un sentiment d'incrédulité totale et absolue. Et au cœur de tout, à l'intérieur de ce magnifique cercueil qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, se trouvait Rachel Morrison, une institutrice de 32 ans. C'était une amie aimante, une future maman. Et maintenant, elle était partie. Je me tenais au 3e rang en partant de l'avant, tenant un mouchoir déjà complètement trempé. Ma robe noire me serrait la poitrine comme si le chagrin lui-même était un poids lourd qui m'oppressait. Je m'appelle Claire Bennett, et la femme dans ce cercueil était plus qu'une simple amie. C'était ma sœur dans tous les sens qui comptent. Nous étions inséparables depuis l'âge de 7 ans. Pendant 25 ans, elle était la personne à qui je confiais tous mes secrets. Ma partenaire à travers tous les bons et mauvais moments que la vie nous réservait. Un quart de siècle d'amitié, de chuchotements tardifs, de larmes séchées mutuellement et de rires infinis. Nous avions des appels téléphoniques qui duraient toute la nuit et des brunchs du dimanche où nous pensions pouvoir régler le monde avec des mimosas et des crêpes. Maintenant, tout cela était parti, se terminant ici dans cette froide église de pierre, avec ses hauts plafonds et ses vitraux qui semblaient se moquer de notre chagrin par leur couleur vive d'espoir. Rachel avait 8 mois de grossesse quand elle est morte, portant une petite fille qu'elle allait appeler Hope. Le bébé a survécu. Elle est née par césarienne d'urgence alors que la vie de sa mère s'évanouissait. Elle ne pesait que 1,8 kg de pur combat, allongée dans une couveuse sans savoir qu'elle ne rencontrerait jamais la femme qu'il aimait déjà plus que tout, qui lui chantait chaque nuit à travers son ventre et qui avait passé des semaines à choisir le jaune soleil parfait pour sa chambre. Le médecin a dit que c'était dû à des complications. Ils ont utilisé des termes vagues comme une infection inattendue, une défaillance d'organes rapide et un déclin soudain. Ils secouaient la tête et disaient doucement que parfois, ces choses arrivent, que la médecine n'a pas toutes les réponses et qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais que Rachel avait été parfaitement en bonne santé pendant toute sa grossesse. Je savais qu'elle avait cette lueur spéciale que les futures mères ont. Je savais qu'elle était forte et pleine de vie, planifiant un avenir qui aurait dû durer encore de nombreuses années. Et je savais avec une certitude qui me serrait l'estomac que quelque chose n'allait pas du tout dans la rapidité avec laquelle sa santé s'était détériorée. Le prêtre parlait, sa voix un son apaisant et maîtrisé, alors qu'il citait des écritures pour réconforter la foule.
Il a parlé du plan de Dieu, de la paix éternelle et de la promesse de revoir nos proches au ciel. Je l'entendais à peine. Mon attention était fixée sur le cercueil, sur la composition de roses blanches sur son couvercle et sur la photo encadrée à côté. Elle montrait Rachel si heureuse et vibrante, souriant à l'appareil photo avec une main sur son ventre arrondi. C'est à ce moment que les lourdes portes en bois à l'arrière de l'église ont craqué. Le son a résonné dans le sanctuaire silencieux comme un coup de feu, interrompant le prêtre en pleine phrase. Chaque personne dans l'église s'est tournée pour voir ce qui causait le dérangement. Le vif soleil de l'après-midi filtrait par les portes ouvertes, rendant la vision difficile au début, créant des silhouettes de deux personnes. Marcus Morrison est entré aux funérailles de sa femme comme s'il assistait à une réunion d'affaires légèrement ennuyeuse. Il portait un costume gris anthracite qui devait coûter au moins 3000 $. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés et il avait l'assurance tranquille d'un homme qui, dans ses 35 ans de vie, n'avait jamais été refusé ce qu'il voulait. Il se tenait droit, marchait lentement et avait une expression qui pouvait presque sembler triste si l'on ne regardait pas attentivement ses yeux. Mais ce n'était pas Marcus qui a fait pousser un soupir collectif à toutes les personnes présentes. C'était la femme debout à ses côtés. Jessica Crane est entrée dans ses funérailles, tenant la main de Marcus, comme si elle avait le droit d'être là. Elle agissait comme si elle appartenait à ses côtés, comme si elle n'était pas l'autre fille, la maîtresse, celle qui a détruit un foyer en couchant avec le mari d'une autre femme pendant que cette femme portait son enfant. Elle avait 28 ans, avec ce type de cheveux blonds coûteux qui nécessite des heures au salon pour être parfait. Elle avait une beauté fabriquée, issue d'entraîneurs personnels, de régimes stricts et d'une routine de soins de la peau qui coûtait plus cher que les mensualités de certaines voitures. Sa robe noire était clairement une marque de designer, probablement Valentino, taillée pour mettre en valeur sa silhouette tout en essayant d'avoir l'air approprié pour des funérailles. Ses talons hauts étaient des loups-boutins à semelles rouges et ils cliquetaient fort sur le sol en marbre à chaque pas. Le son était répugnant dans l'église autrement silencieuse et sacrée. Je suis resté là et l'ai regardé descendre l'allée principale, le bras de mon meilleur ami mort, et j'ai senti un froid se répandre en moi. Derrière moi, j'ai entendu la mère de Rachel émettre un son que je n'oublierai jamais. Betty Johnson avait 61 ans. C'était une petite femme, semblant encore plus petite à cause de toutes les épreuves qu'elle avait traversées. Elle avait travaillé en double poste dans une cafétéria près d'une aire de repos routière, dans le Tennessee rural, pendant 30 ans. Elle l'avait fait uniquement pour que sa fille puisse avoir une vie meilleure. Elle avait conduit pendant 14 heures sans s'arrêter pour arriver à cet enterrement. Elle conduisait très probablement la vieille Honda Civic qu'elle possédait depuis que Rachel était adolescente. Elle avait déjà enterré sa propre mère et son mari. Et maintenant, il portait son unique enfant. Malgré chaque tragédie, elle s'était toujours présentée avec une dignité tranquille et une grâce qui impressionnait tous ceux qui la connaissaient. Mais voir son gendre entrer à l'enterrement de sa fille avec sa maîtresse a brisé quelque chose en Betty Johnson. Elle a poussé un cri semblable à celui d'un animal blessé, un cri de pure douleur, plus fort que tous les murmures et les halètements. Puis ses jambes l'ont lâchée. J'ai réussi à l'attraper juste avant qu'elle ne touche le sol. Je tenais son corps fragile dans mes bras. Je pouvais sentir qu'elle tremblait de sanglots. Elle ne pouvait plus se retenir. À ce moment-là, j'ai appris quelque chose de très important. Debout dans cette église, tenant une mère en deuil pendant que le traître de sa fille promenait fièrement sa maîtresse devant le cercueil. Quand une personne vous montre sa vraie nature dans le pire moment possible. Un moment où la décence humaine la plus élémentaire devrait être le minimum absolu. Vous devriez la croire. Marcus n'était pas cruel à cause de son chagrin. Ce n'était pas par choc, par confusion ou par une manière tordue de chercher du réconfort. C'était Marcus Morrison qui retirait enfin le masque qu'il portait depuis des années. Il montrait enfin son vrai visage à tous ceux qui avaient eu tort de penser qu'il était une bonne personne. J'ai vu des comportements terribles dans ma vie. J'ai vu des gens révéler leur vraie couleur dans des situations difficiles. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un le faire en portant un costume à 3000 $ à l'enterrement de sa femme enceinte. Avec sa maîtresse à son bras et un léger sourire aux lèvres, Marcus a conduit Jessica au tout premier rang de l'église, aux places réservées à la famille. Il les a menées aux places d'honneur, juste devant le cercueil, celui qui contenait la femme à qui il avait promis d'aimer et d'honorer pour le reste de sa vie.
Il s'est assis sans même regarder Betty, sans un seul regard pour la femme qui avait élevé l'épouse qu'il enterrait maintenant. Jessica s'est assise à côté de lui, croisant ses jambes à la cheville comme si elle était à un déjeuner chic. Son expression était soigneusement vide, à l'exception du petit sourire qui jouait sur ses lèvres. Les murmures ont commencé presque immédiatement. Ils se sont répandus dans les rangées de personnes comme un incendie dans un champ sec. J'ai vu des gens sortir leur téléphone de leurs sacs et poches, même si c'était un enterrement. Je les ai vus filmer ouvertement, tenant leurs écrans selon des angles qu'ils pensaient sans doute discrets. Au moment où Marcus s'est assis, j'étais sûr que toute cette scène scandaleuse se propageait déjà sur Internet. Les ragoûts volaient déjà sur les réseaux sociaux, par SMS et dans des murmures étouffés. Même si le cercueil de Rachel reposait, froid, à moins de 6 mètres. Le prêtre s'était tu. Il se tenait juste à la chair, l'air complètement perdu. Son discours sur le paradis et le plan de Dieu semblaient maintenant totalement creux, à cause du drame qui se déroulait juste devant lui. Pendant ce qui a semblé une éternité, personne n'a bougé. L'air dans l'église était si lourd de tension. Je pouvais presque le goûter. Comme un mélange aigre de colère, de choc et de quelque chose d'autre qui ressemblait étrangement à de l'excitation. C'est alors que l'avocat, Thomas Whitmore, s'est levé. Je l'avais rencontré une seule fois, 3 jours auparavant, quand il m'avait convoqué dans son bureau pour me dire des choses sur Rachel que je n'avais jamais su. Ses secrets me faisaient me demander si j'avais jamais vraiment connu ma meilleure amie. Et j'ai réalisé qu'elle jouait un jeu que nous ne comprenions pas. Et les dernières actions allaient être révélées. Il avait 58 ans. Il avait ce look classique de riche habitant du Connecticut, avec des cheveux argentés peignés en arrière d'un front haut, et des yeux bleus perçants qui absorbaient tout, mais ne révélaient rien. Il avait passé 30 ans comme avocat d'entreprise avant de se spécialiser en droit des successions. Il portait la confiance tranquille d'un homme qui avait tout vu et ne s'étonnait de rien. Il s'est dirigé vers le devant de l'église d'un pas régulier et délibéré. Son visage affichait une expression sérieuse. Le prêtre s'est écarté sans un mot. Il a cédé le pupitre à cet homme qui ne figurait pas au programme. « Mesdames et messieurs, a dit Whitmore, sa voix a rempli toute l'église sans qu'il ait besoin de crier. Quelque chose dans son ton a fait que les gens se sont redressés et ont prêté attention. Les murmures se sont tus. Et cela a même fait lever les yeux à Marcus de son téléphone, avec la première lueur d'inquiétude que j'avais vue sur son visage de la journée. Avant la fin de la cérémonie, j'ai reçu des instructions de Rachel pour lire son testament ici aujourd'hui, devant toutes les personnes qui lui étaient en chair. Il a pris une inspiration. Ses yeux ont balayé la foule avant de se poser sur Marcus et Jessica au premier banc. Ses mots suivants ont été prononcés doucement, mais ils ont frappé comme des coups. Et à tous ceux qui l'ont trahi, la posture suffisante de Marcus a changé légèrement. À côté de lui, les ongles parfaitement manucurés de Jessica se sont enfoncés dans son bras. Ses jointures sont devenues blanches. Whitmore a sorti une grande enveloppe épaisse de sa poche de veste, le genre officiel que les avocats utilisent. Il l'a tenue en l'air pour que tout le monde la voie. Avant de commencer lentement et prudemment à briser le sceau de cire, je ne comprenais pas ce qui se passait à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce que Rachel avait comploté. Quel secret elle cachait, ou quel genre d'empire elle avait tranquillement construit. Pendant que nous la voyions juste comme une gentille enseignante de primaire qui faisait des fiches sur les papillons. Mais alors que je me tenais dans cet état d'église et que je voyais le sang quitter le visage de Marcus Morrison, pendant que l'avocat se préparait à lire le testament de sa femme décédée, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'énorme. Rachel savait. Elle savait tout sur l'affaire, les mensonges et tout ce qui lui avait été fait dans son dos. Mais elle n'a pas simplement accepté son sort. Elle ne s'est pas recroquevillée et flétrie comme une pauvre victime. Elle s'est préparée. J'ai regardé Marcus se tortiller sur son siège, pendant que 200 pères Dieu le fixaient avec un dégoût pur, et j'ai pensé à ce que personne d'autre ne savait. Ce que même moi, je n'avais appris que 3 jours auparavant. Rachel a utilisé les derniers mois de sa vie pour construire un piège élaboré. Et chaque personne qui lui avait fait du tort, qui l'avait sous-estimé, qui avait regardé son doux visage et n'y avait vu que de la faiblesse, avait juste marché droit dedans pour vraiment comprendre comment nous sommes arrivés à ce point, avec ma meilleure amie partie.
et la maîtresse de son mari assise dans la section familiale, comme si elle avait tous les droits d'y être. Je dois vous ramener, il faut revenir avant l'adultère, avant les secrets et les plans soigneusement élaborés dans l'obscurité. Revenir au début d'une histoire d'amour qui était destinée à se terminer à la fois par le chagrin et la victoire. Rachel Ann Johnson a grandi dans un parc de mobile homes, dans une petite ville au milieu de nulle part, dans le Tennessee. C'était le genre d'endroit qui n'est sur aucune carte. Un endroit que tous ses habitants rêvent de quitter. Sa mère, Betty, enchaînait les services dans un relais routier. Elle rentrait chez elle à 3 heures du matin, sentant le vieux café et la nourriture frite, les pieds endoloris et le dos courbatureux. Mais elle avait toujours un sourire chaleureux pour sa fille. Un père n'a jamais fait partie de l'histoire. Betty n'en a jamais parlé. Rachel a vite appris que c'était un sujet à éviter. Ce que Rachel possédait, c'était un esprit vif, une intelligence brillante que ses professeurs ont remarqué tout de suite. Cela la distinguait des autres enfants dans leur système scolaire sous-financé. Les conseillères d'orientation s'émerveillaient et disaient des choses comme « Cette fille pourrait vraiment réussir si elle avait sa chance ». Betty Johnson allait s'assurer que sa fille ait cette chance. Et elle prenait des services supplémentaires chaque fois que c'était possible. Elle nettoyait les maisons des familles riches, celles du bon côté de la ville. Elle économisait chaque centime qui n'était pas destiné à la survie de base. Elle cachait de l'argent dans de vieilles boîtes à café, sous le matelas, et dans un compte bancaire qu'elle refusait de toucher, peu importe à quel point les choses devenaient difficiles. Quand Rachel avait 17 ans, elle a obtenu une bourse complète pour l'Université de Virginie. Elle a fondu en larmes en lisant la lettre d'acceptation. Betty a aussi pleuré, debout dans leur cuisine exiguë, tenant l'avenir de sa fille dans ses mains. Réalisant que toutes ces années de travail acharné avaient enfin payé, Rachel est arrivée à l'université avec seulement 2 valises, $300 en poche et une détermination farouche à réussir. C'était presque effrayant. Elle a tenu 3 emplois différents à l'UVA. Elle était serveuse dans un restaurant local, elle servait des gamins pourris gâtés qui ne laissaient jamais de pourboire et des habitués qui la remarquaient à peine. Elle donnait des cours particuliers à d'autres étudiants qui ratinent leurs cours d'économie et de commerce, des matières qu'elle avait apprises seule dans des livres de bibliothèque et des vidéos en ligne. Les week-ends, elle nettoyait les dortoirs, récurait les toilettes et faisait les lits pour des étudiants qui ne prendraient jamais la peine de connaître son nom. Malgré tout cela, elle a maintenu une moyenne parfaite de 80 €. Elle était sur la liste d'honneur chaque semestre. Elle a obtenu son diplôme avec mention et le profond respect de tous ses professeurs. C'est là qu'elle a rencontré Marcus Morrison pour la première fois. Il était le total opposé de Rachel. Il était riche. Elle était pauvre. Il avait des relations, elle ne connaissait personne. Et il était confiant d'une manière que seuls les gens qui n'ont jamais affronté de véritables difficultés peuvent avoir. La fortune de sa famille remontait à plusieurs générations. C'était du vieil argent du Connecticut, le genre fait d'investissements intelligents, de gros héritages et le genre d'affaires conclues dans des clubs de campagne exclusifs et sur des yachts de luxe. Marcus ratait son cours d'économie quand l'université a désigné Rachel pour être sa tutrice. Il s'est pointé à leur première rencontre avec 20 minutes de retard, vêtu d'un polo qui coûtait plus cher que tout ce que Rachel possédait. Et il l'a regardée comme si elle était une employée. Honnêtement, elle aurait dû faire demi-tour et partir sur le champ. Avec le recul, avec tout ce que je sais maintenant, je vois tous les signes avant-coureurs que Rachel n'a pas vus ou a choisi d'ignorer. La façon désinvolte dont il agissait, comme si son temps était plus important que le sien. La manière dont ses yeux parcouraient son ordinateur portable, ses vêtements, ses chaussures. On pouvait presque le voir additionner sa valeur dans sa tête et décider qu'elle n'était pas suffisante. Mais un homme comme Marcus Morrison n'en est pas arrivé là sans savoir manipuler les gens. Il a vu quelque chose en Rachel lors de cette première séance. Peut-être qu'il a été attiré par son intelligence ou peut-être par sa beauté naturelle, le genre qui n'a pas besoin de marque de créateur ou de beaucoup de maquillage pour être remarqué. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus cynique. Il a peut-être vu une jeune femme qui s'était battue pour toute sa vie et a pensé qu'elle serait reconnaissante de toute attention qu'il déciderait de lui accorder. Alors, il a changé d'approche. Il a commencé à arriver à leur rendez-vous. Il lui apportait un café
Et il se souvenait exactement comment elle l'aimait après qu'on le lui ait dit une seule fois. Il a commencé à lui poser des questions sur sa vie, son passé et ce qu'elle espérait faire à l'avenir. Et il écoutait ses réponses, semblant être sincèrement captivé. Il l'a poursuivie de toutes ses forces. Il apparaissait au restaurant où elle travaillait et commandait juste un café. Il ne buvait jamais, juste pour pouvoir la regarder travailler. Il envoyait d'énormes bouquets de fleurs à son petit appartement, le genre qui a dû coûter une fortune. Il lui écrivait des petits mots qui étaient étonnamment sincères pour un type comme lui. Modèle, un homme qui avait eu dans sa vie privilégié tout ce qu'on lui donnait. Au début, Rachel s'est défendue. Elle n'était pas stupide. Elle comprenait qu'il venait de mondes complètement différents et savait que sa famille n'approuverait jamais la fille d'une serveuse. Elle savait que les contes de fées n'étaient que pour les enfants et que les fins heureuses appartenaient aux gens qui ne s'inquiétaient jamais de payer le loyer. Mais Marcus était persistant. Il était charmant. Il savait incroyablement bien lui dire exactement ce qu'elle avait envie d'entendre. Il lui a dit un soir, « Je ne serai jamais comme ces gens. » Après qu'elle ait enfin admis pourquoi elle le tenait à distance, les gamins riches qui regardent tout le monde de haut. « Ce n'est pas moi, Rachel. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour d'où tu viens. Ton passé n'a aucune importance pour moi. » Et elle est tombée dans le panneau. Que Dieu lui vienne en aide. Elle l'a vraiment cru. Ils se sont mariés 5 ans plus tard dans le country club de sa famille à Greenwich, Connecticut. J'étais sa demoiselle d'honneur. Je me tenais juste à côté de ma meilleure amie, portant une robe que j'avais trouvée en solde et que j'avais arrangée moi-même. Juste à la regarder, son visage rayonnait d'un bonheur qui faisait battre mon propre cœur de joie pour elle. Saviez-vous que Rachel a fait sa propre robe de mariée? Elle l'a dessinée et cousu chaque point à la main pendant 6 mois. Elle l'a fait parce que Diana Morrison, la mère de Marcus, refusait de payer une robe pour quelqu'un qu'elle appelait la bonne. J'ai entendu Diana le dire, ne réalisant pas que j'étais juste au coin, écoutant chaque mot toxique. Les pauvres filles ne méritent pas Vera Wang. Elle a dit, peu importe la quantité de parfum que tu mets dessus, la saleté reste de la saleté. J'aurais vraiment dû le dire à Rachel. J'ai rejoué ce moment dans ma tête 1000 fois depuis, me demandant si les choses auraient pu se passer différemment si j'avais juste ouvert la bouche et dit la vérité. Mais elle avait l'air incroyablement heureuse ce jour-là, debout à l'hôtel dans cette belle robe faite maison, avec des fleurs entrelacées dans ses cheveux, prononçant ses vœux à un homme qu'elle aimait de tout son cœur. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à lui gâcher ça. Peut-être que cela fait de moi une lâche. Peut-être que cela fait de moi en partie responsable de tout ce qui est arrivé ensuite. J'ai eu beaucoup de temps pour y penser et je n'ai toujours pas la réponse. La réception du mariage était à la fois belle et horrible en même temps. C'était magnifique parce que Rachel rayonnait absolument. Le lieu était époustouflant et pendant quelques heures, on aurait vraiment dit que l'amour pouvait surmonter l'immense fossé entre leurs deux mondes. C'était terrible, car j'ai vu Diana Morrison se faufiler dans la foule murmurant du venin à toutes les oreilles, s'assurant que tout le monde savait exactement ce qu'elle pensait de sa toute nouvelle belle-fille. Donnez-lui 5 ans, j'ai entendu Diana dire à une femme dégoulinante de diamants, sa voix juste assez forte pour que je l'entende. Le parc de caravanes reste un parc de caravanes. La nouveauté s'estompera et Marcus se souviendra des valeurs avec lesquelles il a grandi. 5 ans. C'était la prédiction de Diana. Elle s'est trompée de 3 ans. Les 2 premières années de leur mariage ont semblé bonnes, du moins de l'extérieur. Rachel et Marcus ont emménagé dans un magnifique appartement sur l'Upper East Side de Manhattan. Il a commencé à travailler dans une grande société d'investissement. Elle a trouvé un emploi d'institutrice en 3e dans une école privée de la ville, façonnant de jeunes esprits et rentrant à la maison avec des histoires sur ses élèves qui illuminaient tout son visage. Puis Rachel a découvert l'habitude de jeu de Marcus. Il avait perdu 50 000 $ dans un casino d'Atlantic City. 50 000 $ en un seul week-end. C'était de l'argent qu'ils n'avaient pas. De l'argent qu'il avait débité sur leur carte de crédit commune et un prêt qu'il avait contracté en leurs 2 noms sans qu'elle le sache. Il a pleuré lorsqu'elle l'a confronté. On aurait dit de vraies larmes. Il s'est agenouillé dans leur salon et l'a supplié de lui pardonner. Il a juré que c'était une erreur unique et a promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Il a dit toutes ces choses que les gens disent quand ils sont pris au piège, désespérés et pas tout à fait prêts à affronter leurs problèmes. Rachel a utilisé son héritage pour payer ses dettes.
Sa grand-mère avait travaillé comme femme de ménage pendant 50 ans, nettoyant des toilettes et récurant des sols pour des familles riches qui n'ont probablement jamais pris la peine de connaître son nom. Quand elle est décédée, elle a laissé à Rachel 50 000 $, chaque centime qu'elle avait économisé au cours d'une vie de travail éreintant. Rachel a tout donné à Marcus sans hésiter, sans rancune, parce qu'elle l'aimait. Elle croyait en leur mariage et pensait que c'était ce qu'une bonne épouse devait faire. Je lui ai dit qu'elle était folle. Nous étions assis dans mon petit appartement de Queens, buvant du vin dans des tasses à café parce que j'avais cassé tous mes verres à vin lors d'une soirée cinéma. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit quelque chose dont je me souviens parfaitement à ce jour. Ma belle, la seule chose sur laquelle tu devrais parier, c'est s'il se souvient de ton anniversaire, pas de ta retraite, pas des économies de ta grand-mère et certainement pas de tout ton avenir financier. Elle a juste ri et m'a dit que je m'inquiétais trop. Elle a dit que Marcus avait tiré les leçons. Elle a insisté sur le fait que tous les mariages traversent des périodes difficiles et que ce n'était qu'une des leurs. Je voulais vraiment la croire. Vraiment. À peu près à la même époque, Rachel a commencé ce qu'elle appelait un petit passe-temps. Elle avait créé du matériel pédagogique pour sa propre classe. Des choses comme des plans de cours, des fiches d'exercice et des activités que ses élèves appréciaient vraiment. Une collègue lui a suggéré de les vendre en ligne sur une plateforme appelée Teachers Pay Teachers, puis plus tard sur Etsy. Juste pour le plaisir, a dit Rachel, un peu d'argent supplémentaire, peut-être assez pour payer des vacances un jour. Marcus a complètement rejeté l'idée. Il est rentré un après-midi alors que Rachel était sur son ordinateur portable, concevant une leçon sur les papillons et leur cycle de vie. Il a regardé par-dessus son épaule avec un sourire narquois qui m'a fait serrer les poings quand Rachel m'a raconté l'histoire plus tard. C'est adorable, chérie. Tu continues d'enseigner. Laisse-moi les affaires. Rachel a juste souri, a hoché la tête et a repris son travail. Mais je connaissais ma meilleure amie. Je la connaissais mieux que quiconque au monde. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai vu quelque chose scintiller dans ses yeux quand elle m'a raconté cette histoire. Une étincelle de quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Ce n'était pas de la blessure, de la déception, ni même de l'acceptation. C'était quelque chose de plus tranchant, quelque chose de plus froid. On aurait dit qu'elle calculait. Rétrospectivement, je crois que c'est à ce moment précis que tout a commencé à changer. C'est le moment où Rachel a cessé d'être la fille naïve du Tennessee qui croyait aux contes de fées pour commencer à se transformer en quelqu'un d'autre, complètement. Elle est devenue patiente, elle est devenue stratégique, elle est devenue dangereuse. Mais je ne comprenais pas à l'époque. Je ne voyais pas ce qui se passait réellement derrière le doux sourire de ma meilleure amie et sa gentillesse. Je pensais qu'elle s'adaptait à une mauvaise situation. Je pensais qu'elle s'ajustait. Je pensais qu'elle faisait ce que les femmes font depuis des siècles, quand elles se retrouvent coincées dans des mariages difficiles sans issue facile. Je n'avais aucune idée qu'elle construisait secrètement un empire. 6 mois avant les funérailles, Rachel était enceinte de 6 mois et était plus belle que jamais. La grossesse lui allait bien. Elle défiait toutes les histoires d'horreur que les autres femmes racontent sur les chevilles enflées, les nausées matinales constantes et une peau qui ne sait pas si elle veut briller ou avoir des boutons. Elle était simplement lumineuse, douce sur les bords de la manière la plus parfaite, une main toujours posée sur son ventre, comme si elle protégeait quelque chose d'incroyablement précieux. Et bien sûr, c'était le cas. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner un jeudi au début du printemps. Nous sommes allés dans un petit café à Brooklyn qui servait le genre de toast à l'avocat hors de prix que les influenceurs Instagram font semblant de manger. Rachel était déjà là quand je suis entré, assise à une table près de la fenêtre. La lumière du soleil traversait son visage, la faisant ressembler à un tableau de la Renaissance d'une future mère parfaite. Mais quelque chose n'allait pas. Je l'ai vue dès que je me suis assise. Il y avait une tension autour de ses yeux que son sourire ne pouvait pas tout à fait effacer, et une tension dans ses épaules qui me disait qu'elle passait des nuits blanches et prenait des décisions difficiles. « Dis-moi », j'ai dit, en sautant de la petite conversation. Nous nous connaissions trop bien pour ça. Rachel a pris une longue et profonde inspiration. Puis elle a fouillé dans son sac et a sorti un relevé de carte de crédit. « Je l'ai trouvé la semaine dernière », a-t-elle dit. « Regarde les frais, la 3e ligne à partir du bas.
J'ai regardé. C'était un magasin de bijoux, Tiffany & Company, avec un débit de 4 heures à 300 $. Il m'a acheté des bijoux, a dit Rachel, la voix complètement plate. Sauf qu'il ne m'a jamais donné de bijoux. Pas de collier, pas de boucle d'oreille, pas de bracelet, rien. Peut-être que c'est une surprise, ai-je suggéré. Mais même en disant ces mots, je savais à quel point il sonnait faible. Peut-être qu'il attend juste une occasion spéciale. Rachel a juste secoué la tête. J'ai vérifié notre placard, ses tiroirs et son bureau à la maison. Il n'y a pas de boîte à bijoux cachée quelque part. Il n'y a pas de reçu pour un retrait futur. Rien. Alors, où sont passés 4 000 $ de bijoux Tiffany? Les yeux de Rachel ont croisé les miens et ce que j'ai vu dedans m'a fait tomber le cœur. Ce n'était pas de la surprise, de la confusion, ni même de la colère. C'était de la résignation. C'était comme si elle connaissait déjà la réponse au fond d'elle-même et attendait juste la preuve pour enfin apparaître. C'est ça que je dois découvrir, a-t-elle dit. Elle n'a pas confronté Marcus immédiatement à ce sujet. J'ai appris que ce n'était plus le style de Rachel. Elle avait passé trop d'années à observer sa mère gérer les situations difficiles avec intelligence et stratégie. Elle avait appris que le savoir est le pouvoir et que la personne qui agit en premier ne gagne pas toujours à la fin. Au lieu de cela, elle a engagé un détective privé. Son nom était Mike Callahan, un ancien détective du NYPD spécialisé dans ce qu'il appelait gentiment la surveillance domestique. Rachel l'a payé avec l'argent de son entreprise de matériel pédagogique, qu'elle m'a dit se portait très bien ces jours-ci. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce commentaire à l'époque. Très bien peut signifier n'importe quoi, comme quelques centaines par mois, juste assez pour couvrir les frais de l'enquêteur sans toucher au compte du ménage que Marcus surveillait comme un faucon. J'étais sur le point d'apprendre le vrai sens de l'expression « très bien ». Les photos sont arrivées moins d'une semaine plus tard. Rachel m'a appelé un mercredi soir. Sa voix était anormalement stable, ce calme qui vient quand on se tient droit par pure volonté. Elle m'a demandé si je pouvais venir, expliquant que Marcus travaillait tard et qu'elle avait besoin que je voie quelque chose. J'ai pris le métro jusqu'à son appartement de l'Upper East Side, un endroit magnifique que j'avais toujours secrètement admiré pour ses hauts plafonds et ses élégantes moulures. Quand elle a ouvert la porte, ses yeux étaient rougis et elle serrait une enveloppe en manille contre sa poitrine, comme si elle contenait un serpent venimeux. Elle aurait aussi bien pu. Les mains tremblantes, elle a étalé les photos sur sa table de salle à manger. Elle montrait Marcus avec une femme blonde dans un restaurant à Tribeca, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, en pleine conversation. Une autre photo montrait sa main posée sur la sienne sur la nappe d'un blanc immaculé. Puis il y avait Marcus avec la même femme s'enregistrant dans un hôtel-boutique à Soho, leurs bras enroulés autour de leur taille. Les dernières photos montraient Marcus et la femme sur une plage que le géolocalisation identifiait comme Martha's Vineyard, se promenant main dans la main au bord de l'océan comme un couple en lune de miel. La femme était Jessica Crane, une jeune associée de 28 ans chez la société d'investissement de Marcus. Elle avait 87 000 abonnés sur Instagram, où elle partageait des photos parfaitement mises en scène d'un style de vie luxueux. J'ai soudainement compris que le mari de ma meilleure amie payait tout ça. J'ai demandé depuis combien de temps ça durait, même si je n'étais pas sûr de pouvoir supporter la réponse. Le détective privé pense que cela fait au moins 8 mois, a dit Rachel, peut-être plus. Ça a commencé avant que je ne sois enceinte, peut-être même avant qu'on sache qu'il allait y avoir un bébé. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps. Les photographies dispersées entre nous comme des preuves d'une scène de crime, ce qu'elles étaient d'une certaine manière. « Que vas-tu faire maintenant ?» j'ai demandé. L'expression de Rachel s'est durcie. « Je vais réfléchir », a-t-elle dit. « Je vais établir un plan. Et ensuite, quand je passerai enfin à l'action, je serai préparé à tout ce qui arrivera. » Elle a attendu une autre semaine complète avant de confronter Marcus. Elle a utilisé ce temps pour se préparer, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de ses préparatifs ni de leur objectif. Quand elle a finalement mentionné l'affaire, ils étaient dans la cuisine de leur magnifique appartement. Rachel était calme et maîtresse d'elle-même. Elle tenait les photographies en main et a posé une question très simple. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Marcus n'a fait aucune tentative pour le nier. Il n'a présenté aucune excuse. Il ne s'est pas mis à genoux pour supplier pardon, comme il l'avait fait quand elle avait découvert son addiction au jeu.
Au lieu de cela, il a lancé une attaque. Tu as été tellement ennuyeuse depuis que tu es enceinte, a-t-il dit. Et chaque mot semblait être un coup physique. Les seules choses dont tu parles sont le bébé, les couleurs pour la chambre et trouver des pédiatres. Tu radotes sur la poussette que nous devrions acheter et c'est épuisant, Rachel. Quand je rentre du travail, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui peut tenir une conversation sur autre chose que les symptômes de ta grossesse. Rachel est restée là, enceinte de 6 mois, une main portée instinctivement pour protéger son ventre pendant qu'elle assimilait chaque mot cruel. Jessica comprend le genre de pression que je subis. Marcus a poursuivi. Elle apprécie réellement ce que je fais pour gagner ma vie. Elle ne se plaint pas que je rentre tard pour dîner ou que je passe trop de temps au bureau. Elle est encourageante et elle est excitante. Elle est tout ce que tu étais avant que tu ne deviennes cet incubateur. Incubateur. Il venait d'appeler sa femme enceinte un incubateur, le disant aussi naturellement que quelqu'un pourrait commenter la pluie. Mais Marcus n'avait pas fini. Il semblait qu'un profond puits de cruauté s'était construit en lui depuis des années, retenu par la plus fine couche de décence qu'il possédait. Maintenant, ce poison se répandait. « Et qu'allez-vous faire » a-t-il ricané. « Allez-vous me quitter? Sur quel argent? Tu n'as absolument rien sans moi, Rachel. Ton salaire de professeur ne couvrirait même pas le loyer d'un petit studio dans cette ville. Et ce petit commerce d'artisanat où tu vends des plans de cours en ligne, s'il te plaît, c'est un passe-temps, pas une source de revenus réels. » Il s'est approché d'elle, la dominant, utilisant sa présence physique pour l'intimider. « Ta mère était serveuse dans un restaurant routier et tu es exactement comme elle. Tu n'es personne, une cause caritative que j'ai sauvée. Je t'ai sorti de ce parc de caravanes et je t'ai donné une vie dont tu n'aurais jamais pu rêver toute seule. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est grâce à moi. » Sa voix est tombée à un murmure, qui était encore plus menaçant que s'il avait crié. « As-tu la moindre idée de ce qui se passera si tu essaies de divorcer? Je vais te ruiner. Tu perdras cet appartement. Tu perdras l'accès à nos comptes bancaires et tu perdras le bébé. Ma famille utilise les meilleurs avocats de tout New York, des gens qui travaillent pour la famille Morrison depuis bien avant ta naissance. Ta famille n'a absolument rien. Ils n'ont pas d'argent, pas d'influence et pas de pouvoir. Tu perdrais des années de ta vie à te battre contre moi au tribunal et quand tout serait fini, tu n'aurais plus rien. Tu finirais exactement là où tu as commencé, fauché, tout seul et vivant dans un misérable appartement. Tu ne verrais notre fille que les week-ends, et ce, seulement si tu as de la chance. Est-ce vraiment la vie que tu veux? Est-ce que ce que tu veux pour notre enfant? » Rachel n'a rien dit. Elle ne pouvait pas parler. Sa voix avait disparu, complètement volée par la profondeur de sa cruauté. Elle avait été volée par la horrible vérité soudaine que l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle avait aimé et pour qui elle avait tout donné, n'avait jamais vraiment existé. Après qu'il soit parti pour la nuit retrouver Jessica, elle a conduit jusqu'à un parking sur la 5e avenue. Elle est juste restée assise dans sa voiture pendant 2 heures et a pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à pleurer. Ses yeux étaient gonflés, fermés. Sa gorge était brûlante et ses mains lui faisaient mal tellement elle serrait le volant. Elle m'a appelé de ce garage, sanglotant de manière si incontrôlable que je pouvais à peine comprendre ce qu'elle disait. Mon premier réflexe a été de prendre ma voiture et de filer à Manhattan pour la serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais elle a refusé que je vienne. Elle m'a dit qu'elle devait réfléchir. Elle a dit qu'elle devait décider de sa prochaine action. Ce jour-là m'a appris quelque chose d'important. Une leçon qui m'est restée pour toujours. Quand un homme vous dit que vous n'êtes rien sans lui, il ne vous fait pas une menace. Il vous avoue quelque chose. Il vous parle de sa peur la plus profonde, celle qui le tient éveillé la nuit. La seule vérité qu'il ne peut jamais affronter. Il est terrifié à l'idée que vous découvriez que c'est lui qui n'est rien sans vous. Il a peur que tout son argent, son pouvoir et ses relations soient sans valeur si vous décidez de le quitter. Il a construit toute son identité sur le fait de vous faire sentir petite. Et si vous vous éleviez un jour à votre plein potentiel, il serait exposé comme le petit homme pathétique et insécure qu'il est vraiment. Après ces 2 heures dans le parking, Rachel s'est essuyé les larmes. Elle a sorti son téléphone et a composé un numéro que je n'avais jamais vu auparavant. « Tom », a-t-elle dit, sa voix maintenant ferme et froide d'une manière qui m'a donné des frissons.
Quand elle m'en a parlé plus tard, elle a dit « C'est Rachel, je crois qu'il est temps. Mettez tout en mouvement. » C'est à ce moment-là que j'ai découvert la vérité sur ma meilleure amie. C'était un secret qu'elle avait caché pendant 6 ans, construisant tranquillement quelque chose d'incroyable, pendant que tout le monde, y compris moi, ne voyait qu'une douce enseignante qui vendait des fiches avec des dessins de papillons. Sa vente de matériel pédagogique n'était pas juste un passe-temps. Ce n'était pas quelque chose qui aidait à payer des vacances de temps en temps ou un dîner chic. C'était une société de 47 millions de dollars appelée EduSpark Digital. C'était la plus grande plateforme indépendante de ressources pour enseignants des États-Unis. L'entreprise avait des centaines de milliers d'abonnés. Elle avait des partenariats avec des districts scolaires dans tout le pays et elle avait plusieurs sources de revenus provenant d'abonnements, de licences et de programmes de formation d'entreprise. Rachel avait construit le tout elle-même, pièce par pièce. Elle travaillait tôt le matin et tard le soir, pendant que Marcus pensait qu'elle corrigeait des devoirs ou préparait ses cours. Elle avait incorporé l'entreprise au Delaware bien avant leur mariage. Et elle avait tout placé dans une fiducie irrévocable à laquelle son mari n'avait aucun accès légal. Elle avait embauché une équipe d'employés, négocié des contrats majeurs et pris des décisions stratégiques brillantes qui avaient transformé son petit hobby en un empire. Et Marcus n'en savait rien, rien du tout. Il croyait qu'elle gagnait environ 200 dollars par mois avec ses fiches. Il croyait qu'elle n'était rien sans lui. Il croyait détenir tout le pouvoir dans leur mariage. Il pensait pouvoir la terroriser avec des menaces de pauvreté et des batailles pour la garde, certain qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Il allait découvrir à quel point il se trompait. 3 jours après sa confrontation avec Marcus, Rachel a eu une réunion avec son avocat, Thomas Whitmore. Ils se sont rencontrés dans un petit café à Brooklyn qu'elle avait choisi pour une seule raison. Personne de leur cercle social de l'Upper East Side ne serait jamais vu mort là-bas. J'étais avec elle parce qu'elle insistait. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un témoin. Quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance et qui pouvait confirmer que chaque action qu'elle s'apprêtait à entreprendre était légale, documentée et complètement légitime. Tom Whitmore était ami avec la mère de Rachel depuis de nombreuses années. Il avait travaillé sur une affaire près du Betty's Diner il y a longtemps, à l'époque où il était un jeune procureur apprenant le métier en traitant des crimes de petite ville. Betty l'avait approvisionné en café et en tartes, et elle l'avait écouté se plaindre des heures interminables, des accusés difficiles. Les deux s'étaient liés d'une amitié inhabituelle qui avait duré toutes ces années. Quand Rachel a eu besoin de conseils juridiques sur la façon de démarrer son entreprise, elle avait appelé Tom. Quand elle a eu besoin d'aide pour structurer sa société afin de la protéger d'un mari en qui elle commençait déjà à se méfier, elle avait appelé Tom. Et quand elle a finalement compris que son mariage était un fondement de mensonges et qu'elle devait se protéger elle et son enfant à naître, elle avait appelé Tom. Il a étalé les documents sur la table du café avec l'efficacité lisse d'un homme qui avait géré d'innombrables fois des situations comme celle-ci. Pourtant, je pouvais voir une étincelle de satisfaction dans ses yeux alors qu'il détaillait ce que Rachel avait créé. La société est sécurisée dans une fiducie irrévocable, a-t-il expliqué, sa voix basse, même si nous étions dans un box privé. Elle a été créée avant votre mariage et a été financée uniquement avec l'argent que vous avez gagné vous-même. Marcus n'a absolument aucun droit légal sur quoi que ce soit. Il ne peut pas accéder au fonds. Il ne peut pas dissoudre la fiducie et il ne peut même pas être au courant de son existence, à moins que ce ne soit vous qui le lui disiez. Il a tapoté un autre dossier. Celui-ci contient tous les enregistrements de ses activités, ses pertes de jeu, sa fraude financière, et des preuves solides de la liaison, y compris les dates, les lieux et les photographies. Il liste chaque mensonge qu'il vous a dit, chaque promesse qu'il n'a pas tenue, et chaque fois qu'il a puisé dans vos comptes bancaires joints sans votre permission ou même votre connaissance. J'ai juste fixé la pile épaisse de papier. La quantité incroyable de preuves que ma meilleure amie avait recueillies pendant que personne n'avait la moindre idée. Depuis combien de temps collectionnez-vous tout cela? 6 ans, a répondu Rachel, sa voix complètement stable. Ça a commencé la toute première fois que j'ai découvert qu'il jouait. Je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas du tout, même si j'essayais de me le nier. Alors j'ai commencé à tenir un dossier juste pour être sûr.
juste pour être sûr. Elle était mariée depuis 8 ans, et pendant 6 de ces années, elle avait secrètement et systématiquement compilé un dossier contre l'homme qu'elle avait épousé. Elle se préparait pour un jour qu'elle espérait ne jamais arriver. Mais elle était bien trop intelligente pour ne pas être prête. Quel est le plan maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, nous sommes patients, a dit Tom. Tom. Rachel doit d'abord avoir le bébé en toute sécurité. Nous devons assurer l'avenir de l'enfant légalement avant de prendre toute mesure. Et nous devons également garantir que lorsque nous avançons, Marcus n'a aucune issue, aucun fonds secret, aucun moyen légal de se tirer d'affaire et aucune chance de retourner la situation contre Rachel. Rachel a hoché la tête en signe d'accord, sa main posée sur son ventre de femme enceinte. Et j'ai trouvé autre chose, a-t-elle ajouté. Quelque chose qui change complètement la donne. Elle a ensuite exposé le plan du Costa Rica. Marcus se préparait à vider leur compte commun juste après la naissance du bébé. Il avait déjà réservé des billets d'avion pour lui et pour Jessica. Son but était de saisir chaque dollar qu'il pouvait et de fuir vers un pays qui n'extrade pas, laissant Rachel avec un nouveau-né et une pile monumentale de dettes. Il détournait de l'argent depuis des mois, expliqua Rachel, par petits virements conçus pour ne pas éveiller de soupçons. Je ne l'ai découvert que parce que je surveillais nos comptes bancaires comme le lait sur le feu. Puis elle a souri, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le rictus d'une grande joueuse d'échecs qui vient de voir son adversaire foncer droit vers un échec et mat. Il n'a aucune idée que je suis au courant, a-t-elle dit. Il ignore complètement que j'ai une douzaine de coupes d'avance sur lui depuis des années. Il pense que je suis naïve. Il pense que je suis impuissante. Il pense que je n'ai plus d'option. Ce sera sa plus grosse erreur. Je me souviens encore être sorti de ce café avec un tourbillon de sentiments dans l'estomac. Je ressentais de la fierté pour mon ami, qui venait de montrer plus de courage et de génie stratégique que personne que je n'avais jamais rencontré. Je ressentais de la peur pour la tempête qui arrivait, pour le combat qui était sur le point de commencer. Et j'ai ressenti autre chose aussi, quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom à l'époque. Oh, peut-être était-ce la prise de conscience que la femme que je pensais connaître, ma gentille Rachel, qui pleurait devant les publicités, qui adoptait des animaux errants et qui créait des leçons sur les papillons, avait aussi secrètement bâti un empire de 47 millions de dollars, tandis que son mari pensait qu'elle jouait simplement le rôle d'une femme au foyer. Enregistrez tout, m'a-t-elle dit en marchant vers la station de métro. C'était son dernier conseil. La sagesse qu'elle avait acquise en 6 ans de mariage avec un homme qui l'aurait volontiers détruite. Sauvegardez des captures d'écran, faites des enregistrements audio, conservez les relevés bancaires. Quand vous vous battez contre quelqu'un qui a plus de pouvoir, l'information est votre seule arme. Accumulez vos preuves claires. Vous ne savez jamais quand vous devrez vous en servir. Je pensais que c'était un bon conseil à l'époque. Le genre de choses que l'on entend et avec lesquels on est d'accord, qu'on range dans sa tête sans jamais penser qu'on en aura besoin. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots deviendraient bientôt ma propre bouée de sauvetage. Les semaines qui suivirent furent remplies de tensions et d'anticipation. Rachel jouait son rôle à la perfection. Elle était l'épouse enceinte dévouée qui ne se doutait de rien, qui passait son temps à s'inquiéter des décorations de chambre de bébé et des listes de prénoms, pendant que son mari continuait sa liaison avec de plus en plus d'audace. Elle souriait quand Marcus rentrait tard, sentant le parfum de Jessica. Elle hochait la tête avec compréhension quand il prétendait que ses voyages du week-end étaient des urgences de travail inévitables. Elle attendait, elle observait et elle documentait tout. Elle m'a appelé un après-midi, sa voix remplie d'une excitation qu'elle pouvait à peine contenir. J'ai son plan d'évasion complet, chaque détail. Les comptes offshore et les îles Caïmans, les billets pour le Costa Rica, le faux passeport qu'il s'était fait. Un faux passeport. Il était clair qu'il préparait cela depuis un bon moment, certains préparatifs étant plus longs que je ne l'avais imaginé. Il a une seconde identité complète, prête à être lancée dès que les choses deviendront difficiles pour lui ici. Elle a ri alors, et c'était le son pur de la victoire. Il ignore complètement que j'ai des copies de tous les documents. Il croit que son email secret est sécurisé parce qu'il a choisi un mot de passe qu'il pensait que je ne pourrais jamais trouver.
Il ne réalise pas que j'ai installé un logiciel enregistreur de frappe sur son ordinateur portable il y a 3 ans. Mon Dieu, Rachel, je sais, a-t-elle dit, d'un ton presque joyeux de triomphe. Je comprends que cela puisse paraître extrême, mais tu dois voir les choses de mon point de vue, Claire. J'ai vécu avec cet homme pendant 8 ans. Je sais exactement de quoi il est capable, et j'ai compris dès le début que si notre mariage tournait mal un jour, j'avais besoin d'une police d'assurance. Qu'allez-vous faire de toutes ces preuves? Rien pour l'instant. Je vais attendre que l'espoir naisse, jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité, en bonne santé et protégée. Et après ça, je vais réduire son monde entier en cendres. C'était la première fois qu'elle me disait le nom du bébé, Hope. Elle appelait sa petite fille, Hope. Et à ce moment-là, malgré tout, je croyais vraiment que tout allait bien se passer. J'étais sûr que Rachel avait tout prévu, qu'elle allait s'en sortir. J'aurais dû savoir, j'aurais dû me souvenir que la vraie vie ne suit pas un scénario, que même les plans les plus soigneusement élaborés peuvent être brisés par des événements que personne ne pouvait prévoir. Mais je n'étais pas conscient de ce qui allait arriver. Aucun de nous ne l'était. 3 choses terribles se sont produites en l'espace de 2 semaines seulement, l'une après l'autre. Comme une rangée de dominos dressés par une main cruelle. Chaque événement était une catastrophe en soi, mais ensemble, ils ont failli ruiner tout ce que Rachel avait passé des années à construire. La première catastrophe est arrivée sans aucun avertissement. Rachel était à l'école élémentaire Jefferson, parlant à une classe de parents lors d'une réunion standard sur les capacités de lecture de leurs enfants. Elle décrivait à quel point un élève en difficulté s'était amélioré quand elle a ressenti une douleur vive et soudaine traverser son ventre. Cela a été suivi par une brusque chaleur coulant dans ses jambes. Elle a baissé les yeux et a vu du rouge s'étaler sur le carrelage. Les heures suivantes ont été un tourbillon chaotique de sirènes, de couloirs d'hôpital et de médecins parlant d'une voix sombre et urgente. Une césarienne d'urgence à 32 semaines. Le bébé était dangereusement prématuré. Le placenta s'était déchiré. Il devait opérer immédiatement sous peine de perdre les deux. Hope Morrison est entrée dans ce monde à 16h15, un jeudi pluvieux de septembre, pesant 1,9 kg de pure combativité. Elle a été immédiatement transportée à l'unité de soins intensifs néonatales, où des tubes et des moniteurs la maintiendraient en vie pendant que son petit corps se battait pour apprendre ce que la nature ne lui avait pas donné assez de temps pour maîtriser. Rachel a à peine survécu à la chirurgie. Elle a perdu une quantité choquante de sang et sa tension artérielle a chuté si bas que ses médecins n'étaient pas sûrs qu'elle passerait la nuit. Mais elle a tenu bon parce que Rachel n'a jamais abandonné et parce qu'elle avait bien trop à faire pour lâcher prise maintenant. Elle s'est finalement réveillée dans un lit d'hôpital 3 jours plus tard, se sentant aussi faible qu'un nouveau-né. Son corps était une collection de douleurs et d'épuisement. La toute première chose qu'elle a demandée fut de l'espoir. La seconde chose qu'elle a demandée fut son téléphone. Elle était impuissante à mener à bien son plan depuis un lit d'hôpital. Elle ne pouvait pas rencontrer Tom Whitmore, ni surveiller les comptes de Marcus, ni finaliser les documents juridiques destinés à protéger sa fille. Chaque jour passé en convalescence était un jour de plus pour que Marcus découvre ce sur quoi elle travaillait, trouve un moyen d'inverser la situation, de s'échapper au Costa Rica avant qu'elle n'ait le pouvoir de l'arrêter. Je lui rendais visite tous les jours, lui apportant des magazines qu'elle ne regardait jamais et des smoothies qu'elle pouvait à peine siroter. Je l'ai vue devenir de plus en plus stressée alors que son corps refusait de guérir selon son calendrier. Elle était censée être aux commandes maintenant. Elle était censée être forte. Au lieu de cela, elle était coincée dans un lit d'hôpital, à la merci des médecins, des infirmières et d'un mari dont les visites étaient rares et toujours brèves. Cette première catastrophe fut de la perte de son temps, de sa force et de son contrôle. Le deuxième désastre arriva 3 jours plus tard, et c'était une visite que Rachel ne vit jamais venir. Diana Morrison entra dans la chambre d'hôpital avec un bouquet de fleurs et une couverture pour bébé en cachemire, portant une tenue d'une élégance décontractée qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagne en un mois. Elle déposa un baiser sur la joue de Rachel, avec des lèvres qui n'avaient jamais connu de chaleur sincère, puis s'installa dans une chaise comme si elle prévoyait d'y rester longtemps. « Je suis là pour aider », annonça Diana, sa voix aussi douce que du poison. « Marcus est tellement débordé de travail et vous avez besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous pendant que vous vous rétablissez. Nous sommes une famille après tout. »
Rachel était trop épuisée pour se battre, trop exténuée pour remarquer les regards rapides et avides que Diana lançait vers son téléphone sur la table de nuit et son ordinateur portable dans le sac près de la fenêtre. Elle était trop médicamentée pour reconnaître le prédateur caché à la vue de tous. Quand je suis arrivé à l'hôpital plus tard cet après-midi-là pour voir Rachel, je portais un sac rempli de ses biscuits préférés et d'un nouveau livre qu'elle aimerait. J'ai doucement poussé sa porte, pensant la trouver seule à se reposer ou avec une infirmière faisant un contrôle de routine. Au lieu de cela, j'ai vu Diana Morrison penchée sur la table de chevet de Rachel. Elle avait le téléphone de Rachel entre les mains et le faisait défiler avec une concentration féroce. Rachel dormait profondément, inconsciente. Les machines à côté de son lit émettaient des bips réguliers, délivrant les médicaments qui la maintenaient sédatée pour que son corps puisse guérir. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qui se déroulait à moins d'1 mètre de là où elle gisait inconsciente. « Diana », ai-je dit, et ma voix était assez vive pour couper le silence de la pièce. Elle a relevé brusquement la tête, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur de triomphe dans ses yeux. Le regard d'un chasseur qui a enfin piégé sa proie. Tout aussi rapidement, il a disparu, remplacé par un sourire amical et un regard innocent qui aurait trompé n'importe qui ne prêtant pas attention. « Claire, ma chérie, je vérifiais juste si Rachel n'avait pas reçu de message urgent. Tu sais à quel point elle s'inquiète pour cette petite entreprise qu'elle gère. » Elle a reposé le téléphone sur la table et a calmement rassemblé ses affaires. « Je dois y aller, mais je reviendrai demain matin. Assure-toi qu'elle se repose bien. » Elle est sortie de la pièce sans une once de culpabilité, laissant derrière elle la légère odeur d'un parfum coûteux et une sensation froide et lourde dans mon estomac que quelque chose d'horrible venait de se produire. Dès que Diana est partie, j'ai attrapé le téléphone de Rachel. Je n'avais pas son mot de passe, mais l'écran de verrouillage montrait les applications récemment utilisées, l'email, les notes et les documents, tous ouverts dans l'heure qui précédait. J'ai secoué Rachel pour la réveiller et je lui ai tout expliqué. Pendant que je parlais, la couleur a quitté son visage. Ses mains tremblaient lorsqu'elle m'a pris le téléphone et a parcouru l'historique, confirmant chaque application que Diana avait ouverte. Il y avait des emails concernant le divorce, des SMS à Tom Whitmore et des fichiers mentionnant Edua Spark et sa valorisation de 47 millions de dollars. « Elle sait », a murmuré Rachel, sa voix à peine audible. « Elle sait tout. » Cette nuit-là, Diana a appelé Marcus. Ce n'est que plus tard, lorsque toutes les terribles pièces se sont assemblées, que nous avons appris ce qu'elle lui avait révélé. Elle lui a parlé de la société secrète de Rachel, des papiers de divorce qu'elle faisait préparer et de toutes les preuves que Rachel avait rassemblées contre lui. Elle a tout exposé. Le lendemain matin, Marcus Morrison a déferlé sur l'hôpital comme un ouragan. Il a fait irruption dans la chambre de Rachel juste au moment où elle essayait d'allaiter Hope pour la toute première fois. Son corps était encore incroyablement faible et son esprit était embrumé par les médicaments. Le bébé ne prenait pas et Rachel pleurait déjà de frustration lorsque son mari est soudainement apparu, se tenant au-dessus de son lit avec un regard furieux dans les yeux. « Tu crois vraiment pouvoir me quitter? » Sa voix était un sifflement venimeux, assez bas pour ne pas être entendu par les infirmières dans le couloir, mais assez vif pour blesser. « Tu crois que ton petit site web pour enseignants va m'effrayer? Je sais tout maintenant, Rachel. Ma mère m'a dit absolument tout. » Il s'est rapproché, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du café sur son souffle. « Je vais te ruiner au tribunal. Je vais te retirer Hope. Ma mère témoignera que tu es mentalement instable, que cette grossesse a brisé ton esprit et que tu es une mère indigne. Tu ne reverras jamais ta fille. » La sécurité de l'hôpital l'a finalement escorté dehors 10 minutes plus tard, après qu'une infirmière ait entendu les sanglots de Rachel et soit venue vérifier. Mais le mal était déjà fait. Toutes ses stratégies prudentes, ses préparations détaillées et ses rêves d'une victoire décisive avaient été complètement détruits par la trahison de sa belle-mère et la colère incontrôlable de son mari. Elle a pleuré pendant des heures après son départ. Elle a simplement serré Hope et sangloté jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Elle a pleuré jusqu'à ce que ses yeux soient gonflés et que sa voix soit partie. Et le moniteur cardiaque à côté de son lit a commencé à sonner une alarme. Ce fut la deuxième catastrophe, la perte de ses secrets, de son avantage et de son élément de surprise. La troisième fut la plus dévastatrice de toutes.
Dans les jours qui ont suivi, la santé de Rachel a connu un net déclin. Les médecins ont dit qu'il s'agissait d'une infection, mais ils semblaient confus par sa virulence. Ils lui ont administré de puissants antibiotiques, mais son état n'a fait qu'empirer. Sa fièvre a grimpé dangereusement haut et ses organes ont commencé à montrer des signes de détresse. Son rétablissement, qui aurait dû progresser, allait maintenant dans la direction opposée. J'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange lors des visites quotidiennes de Diana. Elle arrivait en agissant très préoccupée, apportant un thé aux herbes spécial d'une entreprise de bien-être du Connecticut. Elle insistait sur le fait que cela accélérerait la guérison de Rachel. C'est une vieille recette de famille, dirait Diana, plaçant une tasse chaude dans les mains tremblantes de Rachel. Ma grand-mère y jurait. Ma mère l'utilisait. Elle contient des propriétés curatives que l'on ne trouve pas dans les médicaments modernes. Rachel la buvait juste pour être polie et maintenir la paix. Elle voulait éviter une autre dispute, alors qu'elle se sentait trop faible pour se défendre. La nuit après la 3e visite de Diana avec le thé, le moniteur de Rachel a commencé à hurler. Code bleu. Une voix calme a annoncé sur le système de haut-parleurs de l'hôpital. Trolley d'urgence à la chambre 417. J'étais dans la salle d'attente lorsque l'appel a retenti, m'étant assoupi dans une chaise horriblement inconfortable, car je n'avais pas quitté l'hôpital depuis 3 jours. J'ai entendu l'annonce et une froide terreur m'a envahi. Je savais que c'était forcément Rachel. J'ai sprinté vers sa chambre et j'ai pressé mon visage contre la fenêtre, regardant avec horreur une équipe de médecins et d'infirmières entourer son lit. Son cœur avait cessé de battre. Ses organes s'arrêtaient. Elle mourait là, devant moi, et tout ce que je pouvais faire était de rester là et de prier. J'ai prié un Dieu auquel je ne croyais même plus vraiment. Ils ont réussi à la ramener 2 fois. Après la 2e fois, ils étaient sûrs qu'elle passe la nuit. Mais elle l'a fait. C'était une battante. Quand elle a finalement ouvert les yeux le lendemain matin, j'étais là, à son chevet, serrant sa main, comme si mon seul toucher pouvait l'ancrer à ce monde. Elle m'a regardé avec une clarté surprenante qui a percé la brume des médicaments et de l'épuisement. Puis elle a prononcé 3 mots qui ont changé toute la situation. Diana, mes drogues. Rachel, j'ai commencé, sur le point de rejeter ces paroles comme de la paranoïa due à la fièvre, comme tout sauf la vérité. Mon instinct me hurlait. J'ai gardé la tasse, dit Rachel, sa voix faible mais ferme. La dernière tasse de thé qu'elle m'a apportée, elle est dans le tiroir de ma table de chevet. Tu dois la faire analyser, Claire, et assure-toi de prélever des échantillons de mon sang et de mes cheveux à l'hôpital avec une chaîne de possession documentée. Elle m'a serré le poignet avec une surprenante poussée de force. Je ne vais pas survivre à ça. Je le sens, Claire. Quoi qu'elle me donne prendre de dessus. Mais je refuse de les laisser gagner. Pas Diana, pas Marcus, aucun d'eux. Elle m'a fait le jurer ce jour-là. J'ai dû promettre de diffuser la vidéo qu'elle avait enregistrée pour que tout le monde regarde quand la vérité serait révélée et de protéger Hopi, quoi qu'il arrive. J'ai fait ces promesses à Rachel et j'ai pensé chaque mot. J'ignorais à l'époque ce que cela me coûterait de les tenir. Rachel a été transférée en soins palliatifs un mardi matin pluvieux, exactement 3 semaines après la naissance de Hope. L'infection s'était propagée, déjouant chaque antibiotique utilisé par les médecins. Ses organes échouaient au ralenti, s'arrêtant un par un, comme une belle machine qui s'enraye lentement. Les médecins étaient complètement déconcertés et frustrés. Une femme saine de 32 ans ne devrait pas tomber malade aussi vite. Ils n'arrêtaient pas de dire « Il doit y avoir quelque chose que nous ne voyons pas ». Je savais exactement ce qui leur échappait. J'avais déjà envoyé la tasse de thé à un laboratoire privé pour analyse, payé avec l'argent d'un compte d'urgence secret que Rachel avait insisté pour que j'utilise. Les résultats prendraient du temps. Un temps que Rachel n'avait plus. Mais je savais au fond de moi ce qu'il trouverait. Diana Morrison avait empoisonné sa propre belle-fille, lente et systématiquement, avec le sang-froid de quelqu'un qui planifiait cela depuis très longtemps. Le détective Sarah Brennan m'a trouvé assise dans la cafétéria de l'hôpital la veille du transfert de Rachel en soins palliatifs. C'était une femme dure, âgée de 45 ans, avec 20 ans d'expérience dans la police. Elle avait ce visage bourriné et ses yeux perçants qui viennent de voir le pire de l'humanité et de continuer malgré tout. Je connaissais sa mère, a dit Brennan, en s'asseyant en face de moi avec une tasse de café qui semblait avoir été préparée des heures auparavant.
Betty Johnson. J'ai travaillé sur une affaire dans son restaurant il y a de nombreuses années, juste après avoir obtenu mon diplôme de l'académie, à l'époque où je pensais encore pouvoir changer le monde. C'était la femme la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Sa fille aussi, d'après ce dont je me souviens. Elle a pris une longue gorgée de ce terrible café et m'a regardé attentivement. Quelque chose ne va pas dans cette situation. Les jeunes mères en bonne santé ne déclinent pas comme ça sans raison. L'équipe médicale est déconcertée, ce qui signifie généralement qu'ils évitent une possibilité qu'ils ne veulent vraiment pas considérer. Qu'essayez-vous de dire? Je suis en train d'examiner cela discrètement et officieusement pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de concret. Mais si vous savez quoi que ce soit qui pourrait expliquer pourquoi une jeune femme en bonne santé est en train de mourir, vous devez me le dire, dans ce lit d'hôpital à l'étage. Vous devez me le dire maintenant. J'ai tout expliqué sur la tasse de thé, les visites constantes de Diana avec son thé aux herbes spéciales et la certitude de Rachel que sa belle-mère essayait de la tuer. Brennan a écouté attentivement, son visage devenant plus grave à chaque détail. Basique. Donnez-moi le rapport de laboratoire, dit-elle dès que j'ai eu fini, et toutes les autres notes que Rachel a gardées. Si ma suspicion est correcte, nous aurons besoin de toutes les preuves que nous pouvons trouver. Rachel a passé ses derniers jours dans une chambre de soins palliatifs, avec une fenêtre donnant sur un jardin où elle était trop faible pour jamais y marcher à nouveau. Le soleil de fin d'après-midi traversait la vitre, baignant tout d'une douce lumière dorée. Les machines à côté de son lit bipaient d'un rythme doux et régulier, comptant le peu de temps qu'il lui restait. J'étais là avec elle tous les jours, lui tenant la main, parlant de tout et de rien. Certains jours, elle était parfaitement lucide, son esprit aussi vif que jamais, malgré la brume des médicaments et son corps défaillant. D'autres jours, elle dérivait, murmurant à propos de papillons, de plans de leçons et d'une petite fille nommée Hope, qu'elle ne verrait jamais grandir. La dernière fois qu'elle était complètement lucide, elle m'a fait renouveler ma promesse. « J'ai écrit des lettres, » dit-elle, sa voix si douce qu'elle était presque un murmure. Je les ai écrites pour Hope, une pour chaque anniversaire jusqu'à ses 18 ans, pour son premier jour d'école, son premier chagrin d'amour, sa remise de diplôme et même son mariage. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Rachel, j'ai essayé de dire, mais elle m'a serré la main avec une force qui m'a surprise. Laisse-moi finir. J'ai écrit des lettres pour tout cela, pour chaque moment que je vais manquer, pour tout ce que j'ai jamais voulu lui apprendre. Mes mots seront là pour elle, même quand je ne le serai pas. Elle a pris une respiration rauque et j'ai écrit d'autres lettres aussi. Pour Marcus, pour Jessica, pour Diana, un tout autre type de lettre. Le genre de lettres qu'ils ne pourront ignorer, nier ou simplement prétendre ne jamais avoir reçues. Un léger sourire a effleuré ses lèvres, puis un regard faible et triste, mais qui montrait encore l'esprit féroce qui était si unique à Rachel. Ils croient que je meurs, vaincu et brisé. Ils pensent d'avoir gagné, qu'ils s'en sont tirés, que la file du parc à roulotte a enfin eu ce qu'elle méritait. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui va se passer. Claire, aucune idée. J'ai passé les 6 dernières années à construire un empire de 47 millions de dollars, pendant que mon mari pensait que j'étais à la maison à faire des fiches sur les papillons et le cycle de vie des grenouilles. Je l'ai battu dans un jeu auquel il n'a même jamais su qu'il jouait. Si cela ne fait pas de moi une bonne épouse, je ne sais pas ce qui le fera. Elle a eu un rire silencieux qui s'est transformé en tout, son petit corps tremblant d'effort. Promette-moi que tu joueras la vidéo. Promette-moi que tout le monde sera là pour la voir. Surtout Diana, surtout Marcus et surtout sa petite princesse Instagram. Je promets, lui ai-je dit, et je le pense avec chaque partie de mon âme. Promette-moi que tu t'occuperas de Hope, que tu l'élèveras pour qu'elle soit une femme forte. Parle-lui de moi, de la vraie moi, pas de la victime qu'ils vont essayer de peindre. Dis-lui que j'ai combattu pour elle jusqu'à mon dernier souffle. Je promets. Promets-moi que tu finiras ce que j'ai commencé. Vous trouverez un dossier dans le bureau de Tom Whitmore. Il est marqué phase 2. Si Marcus essaye un jour de menacer Hope, s'il ose prendre ce qui lui appartient, vous ouvrez ce dossier et vous réduisez son monde entier en cendres. Je te le promets, Rachel. Je te promets tout ça. Elle est décédée à 3h47 du matin, un mardi froid d'octobre. J'étais la seule personne avec elle.
lui tenant la main pendant que les moniteurs s'éteignaient et un profond silence s'est installé dans la pièce. Les infirmières allaient et venaient. L'aumônier de l'hospice a prononcé des mots que je n'entendais pas. Dehors, la pluie qui tombait toute la journée a finalement cessé et la première lueur de l'aube a commencé à éclaircir le ciel sombre. Ces derniers mots étaient un murmure si bas que je l'ai presque manqué. Faites-les regarder clair. Chacun d'eux. J'ai l'intention de le faire, j'ai murmuré en retour, même si elle était déjà partie. J'ai certainement l'intention de le faire. L'avocat, Thomas Whitmore, se tenait au pupitre à l'intérieur de l'église Saint Andrew, tenant l'enveloppe dans ses mains ridées. Une foule de 200 personnes retenait son souffle collectif, tous attendant de découvrir ce que Rachel Morrison avait laissé derrière elle. Marcus était au premier rang, Jessica juste à côté de lui, l'air plus irrité qu'inquiet. Il pensait clairement que ce n'était qu'une formalité, une lecture rapide d'un testament qui lui laisserait simplement tout en tant que mari endeuillé. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se dérouler. Moi, Rachel Ann Morrison, saint d'esprit et de corps, je déclare par la présente que ce document est mon dernier testament. La voix de M. Whitmore était ferme et elle portait clairement dans tous les coins de l'église. Il a lu l'introduction lentement, construisant intentionnellement le suspense d'une manière qui donnait même envie à moi de lui crier de passer au fait. Et puis, il a livré la première révélation choquante et toute l'atmosphère a changé. À ma fille, Hope Elizabeth Morrison, je laisse toutes mes actions dans EduSpark Digital, une entreprise que j'ai fondée et bâtie de toutes pièces au cours des 6 dernières années. Ces actions seront détenues dans une fiducie sécurisée qui sera gérée par ma chère amie et fiduciaire Claire Bennett jusqu'à ce que Hope ait 25 ans. Il s'est arrêté un moment pour laisser les mots faire leur effet. Au moment de mon décès, EduSpark Digital était évalué à 47 millions de dollars. Les prévisions financières actuelles prévoient que la valeur de l'entreprise augmentera pour atteindre 80 millions de dollars d'ici 2 ans. Un fort soupir a retenti dans l'église. La tête de Marcus s'est redressée, son air d'ennui immédiatement remplacé par de la confusion, qui s'est ensuite transformée en quelque chose qui ressemblait à de la pure terreur. « Ce n'est pas possible », a-t-il dit, assez fort pour que toute l'église l'entende. Elle vendait des plans d'enseignement en ligne. Elle gagnait peut-être 200 $ par mois. M. Whitmore l'a regardé avec ce dédain patient qu'un professeur peut avoir pour un étudiant qui n'est tout simplement pas très intelligent. Madame Morrison était l'unique propriétaire et PDG d'EduSpark Digital, la plus grande plateforme de ressources pour enseignants indépendants aux États-Unis. L'entreprise a été fondée avant votre mariage et était structurée dans une fiducie qui garantissait qu'elle était complètement séparée de tous les biens matrimoniaux. Vous n'étiez pas au courant de son existence parce que Madame Morrison a choisi de ne pas vous le dire. Diana Morrison a sauté sur ses pieds. C'est de la fraude. Elle cachait des biens à son mari. C'est illégal. C'est parfaitement légal, a répondu M. Whitmore calmement. L'entreprise a été créée avant le mariage. Toute sa croissance a été financée par ses propres revenus, pas avec l'argent du mariage. J'ai 6 ans de documentation qui prouvent que Madame Morrison a bâti cette entreprise toute seule, sans un sou de M. Morrison. Je vous suggère de vous asseoir, Madame Morrison. Diana ne s'est pas assise. Elle était restée là, tremblante de fureur, jusqu'à ce que Marcus la tire finalement en arrière sur le banc. Marcus a essayé de retrouver son calme. Je l'ai vu se reprendre physiquement, ajuster sa cravate et lisser ses traits pour adopter une expression plus calme. « Bien », a-t-il dit. « Peu importe. En tant que père de Hope, je serai celui qui gérera sa fiducie jusqu'à sa majorité. L'argent restera dans la famille. » M. Whitmore n'a même pas cligné des yeux. « Je n'ai pas fini, M. Morrison, et je pense que la prochaine partie abordera votre hypothèse concernant les droits parentaux. » Il a cliqué sur un bouton d'une petite télécommande et un grand écran s'est abaissé du plafond derrière le cercueil. Le visage de Rachel a rempli l'écran, filmé de son lit d'hospice quelques jours avant sa mort. Elle avait l'air horrible, si mince et pâle avec des cernes sous les yeux. Son corps lui donnait clairement du fil à retordre, mais ses yeux étaient brillants et féroces avec un regard presque espiègle qui a serré mon cœur de fierté et de tristesse. « Bonjour, Marcus. » Sa voix était faible, mais elle résonnait clairement à travers les haut-parleurs de l'église. « Jessica, Diana, si vous voyez ceci, cela signifie que je suis parti et que vous vous sentez probablement très satisfaite de vous en ce moment.
Elle a laissé le silence planer dans l'air, surprise par l'argent, bien sûr. Mais vous pensez déjà que vous allez vous en sortir. Vous supposez que vous obtiendrez la garde de Hope, prendrez le contrôle de la fiducie et trouverez une faille juridique que vos avocats trop chers ont manqué. Vous pensez avoir gagné. Vous pensez toujours avoir gagné parce que des gens comme vous ne peuvent même pas concevoir un monde où quelqu'un comme moi pourrait vous surpasser. Elle a de nouveau marqué une pause. Un petit sourire est apparu, ce qui m'a donné des frissons. Vous n'avez aucune idée de ce qui arrive. Alors, je vous suggère de vous asseoir, de fermer vos bouches et d'écouter attentivement. La classe est maintenant en session. La vidéo a continué. Et à chaque mot que Rachel prononçait, le monde que Marcus, Jessica et Diana avaient construit pour eux-mêmes commençait à se fissurer. « Jessica, » a dit Rachel, « je veux te remercier. Je sais à quel point cela peut paraître étrange, mais écoute, quand j'ai découvert que tu avais une liaison avec mon mari, j'ai été complètement brisé. Je crois que j'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée. J'ai senti que ma vie était terminée, que tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur avait été ruiné par une influenceuse des médias sociaux de 28 ans qui ne pouvait pas respecter les limites du mariage d'une autre femme. Elle a marqué une pause et son sourire est devenu acéré comme un rasoir. Mais ensuite, je me suis mise en colère. Et après m'être mise en colère, je suis devenue intelligente. En commençant à examiner tous les petits secrets de Marcus, je veux dire vraiment examiner, je suis tombé sur quelque chose de fascinant dans ma propre vie, quelque chose que je n'avais jamais pensé remettre en question auparavant. Des documents ont clignoté à l'écran derrière elle, des résultats de tests ADN officiels avec en-tête de laboratoire et données cliniques. Marcus, Hope n'est pas ta fille. L'église a éclaté en chaos. Des gens hurlaient, haletaient et sautaient de leur siège. Le visage de Marcus est devenu blanc comme un linge, sa bouche ouverte alors qu'il luttait pour faire un son. J'ai eu une liaison aussi, a continué la voix de Rachel, stable et calme au-dessus du bruit. C'était juste une fois il y a 3 ans, juste après que j'ai découvert ta première grosse dette de jeu, celle que tu m'as juré être une erreur unique. J'ai rencontré quelqu'un à une conférence sur l'éducation. Il m'a traité avec gentillesse. Il me voyait comme une personne, pas comme un trophée ou un projet à réparer. Il écoutait vraiment ce que je disais, sans attendre juste son tour pour parler. Elle haussa légèrement les épaules à l'écran. Je n'en suis pas fier. On m'a appris que les vœux de mariage avaient un sens, mais je n'en suis pas désolé non plus. Les résultats du test ADN sont joints à mon testament. Ils ont été témoins et notariés. Tu n'as aucun lien biologique avec Hope, pas de droits parentaux, pas de droit légal de garde. L'homme qui l'a réellement engendré sera contacté par mon avocat. Le choix de s'impliquer dans sa vie lui appartiendra, ainsi qu'à ma fille et à eux seuls. Marcus avait l'air au bord du vomissement. À côté de lui, Jessica était devenue complètement immobile. La couleur avait quitté son visage parfaitement maquillé. Maintenant, Maintenant, pour Diana, ma chère belle-mère, Diana eut un sursaut comme si elle avait été giflée. Sa composure finit par craquer, révélant quelque chose de vraiment laid en dessous. « Détective Brennan, » dit Rachel, « je sais que vous êtes là. J'ai personnellement demandé à Tom de vous inviter. » J'ai regardé Brennan traverser la foule, son badge déjà en main. Son expression était le masque professionnel blanc de quelqu'un qui savait que ce moment allait arriver. « Je crois que Diana Morrison m'empoisonne, » continua Rachel. C'était dans le thé aux herbes qu'elle m'apportait dans ma chambre d'hôpital chaque jour. J'ai gardé la dernière tasse. Elle est actuellement détenue comme preuve par mon avocat, Mee Whitmore, avec une chaîne de possession entièrement documentée. Diana essaya de se lever pour aller vers l'allée, mais Brennan était là d'abord, bloquant son chemin avec une facilité décontractée et pratiquée. J'ai aussi gardé des échantillons de mon propre sang et de mes cheveux de l'hôpital, dit Rachel, aussi documentés et aussi gardés comme preuve. Les résultats des tests devraient arriver n'importe quel jour maintenant. Je soupçonne qu'ils montreront des niveaux élevés de thallium, un métal lourd qui imite les symptômes de maladies naturelles et qui est presque impossible à détecter sans test très spécifique. La voix de Diana monta en criant. C'est de la folie. Elle était paranoïaque. La grossesse a dû affecter son esprit. Je n'ai jamais empoisonné personne. À l'écran, Rachel semblait avoir anticipé cette crise exacte.
Diana dira probablement que j'étais mentalement instable, paranoïaque ou délirante. Mais j'étais une élève à 20-20, boursière du Mérite national. J'ai bâti une entreprise de 47 millions de dollars alors que tout le monde autour de moi pensait que je faisais juste des fiches sur les papillons. Est-ce que cela sonne comme une personne qui a perdu le contact avec la réalité? La troisième bombe frappa comme un coup physique. Marcus, parlons de ton travail. Parlons des 2,3 millions de dollars de dettes de jeu que tu dois à des gens très désagréables à Atlantic City. Et discutons du détournement de fonds que tu as commis chez Morrison et associé pour couvrir ces dettes. Des documents apparurent soudainement à l'écran. Il y avait des relevés bancaires, des virements et des bordereaux de Paris. C'était une piste de papier qui serpentait à travers des sociétés écrans et des comptes offshore. Tout cela parfaitement documenté et expliqué. J'ai déjà envoyé des copies de tout à la SEC, au FBI, à l'IRS et au comité d'éthique de ton cabinet. Lundi matin, tu n'auras plus ton permis d'avocat. Vendredi, tu seras probablement menotté. Et quant à ces messieurs d'Atlantic City qui ont attendu si patiemment leur argent, ils seront très intéressés d'apprendre que leur débiteur n'a aucun moyen de les rembourser. Marcus tremblait maintenant, une vibration visible parcourant son corps alors que la sueur perlant sur son front. Son costume à 3000 dollars ressemblait soudainement à un costume bon marché qui ne lui allait plus. Mais Rachel n'avait pas encore fini. « Oh, et Jessica, une chose de plus, ma chérie. » Jessica, qui essayait de s'éloigner lentement de Marcus, se figea sur place. « Je sais que tu as vendu les secrets de délit d'initié de Marcus à Greg Holloway, son plus grand rival dans les affaires. J'ai les emails, les paiements Venmo et les messages textes où tu as appelé Marcus un idiot utile qui est trop arrogant pour réaliser qu'il se fait avoir. » L'écran montra une conversation par texte. Le visage de Jessica s'effondra complètement. « Marcus, ta maîtresse détruit ta carrière de l'intérieur pendant que tu essayais de me détruire. Elle a travaillé pour ton ennemi tout ce temps, lui donnant chaque information précieuse que tu étais assez idiot pour partager avec elle. Tu pensais vraiment qu'elle t'aimait. Elle pensait juste que tu étais un tremplin vers quelque chose de mieux. Je suppose que cela fait de vous deux parfaits l'un pour l'autre. » Marcus se tourna vers Jessica, les yeux remplis de rage. « Tu travaillais pour Greg? » Jessica répliqua, sa composure se brisant complètement. « Marcus, je peux expliquer. Ce n'était pas comme ça. Je me protégeais juste au cas où les choses tourneraient mal. Tu vendais mes informations, je pourrais aller en prison à cause de toi. Oh, c'est beau ça. Tu es celui qui a détourné tout cet argent. Tu es celui avec des dettes de jeu énormes. Je me suis juste assuré que je serais prise en charge quand tu aurais tout foiré. » Ils se crièrent dessus, juste là, sur la première rangée de l'église, pendant que 200 personnes regardaient et que des dizaines de téléphones enregistraient leurs moindres paroles. Les funérailles de ma meilleure amie venaient de se transformer en l'émission de télé-réalité la plus dramatique qu'ils aient jamais vue. « Ne sous-estimez jamais une femme tranquille », dit la voix de Rachel depuis l'écran, coupant droit à travers le chaos. Les eaux calmes ne font pas que couler. Parfois, elles cachent un tsunami, et parfois, ce tsunami a passé 6 ans d'aller apprendre exactement où sont toutes les lignes de faille. Des voitures de police sont arrivées à l'église St. Andrew moins de 20 minutes après la fin de la vidéo de Rachel. Le détective Brennan avait demandé des renforts avant même que la deuxième bombe n'éclate, parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Elle était prête à agir sur 6 ans de preuves soigneusement documentées. Diana Morrison avait été escortée hors de l'église menottée, ses cris résonnant contre les hauts plafonds voûtés. Elle a essayé d'utiliser son nom de famille, ses avocats, ses relations dans la société du Connecticut. Rien de tout cela n'a fait de différence. L'officier qui la guidait vers la voiture de patrouille semblait complètement insensible à ses protestations. « J'ai des droits !» hurla Diana. « Je veux mon avocat. C'est de la diffamation. Cette femme était folle. Je n'ai jamais empoisonné personne. » Les résultats du laboratoire sont revenus 2 jours plus tard. C'était du thallium, comme Rachel l'avait prédit. C'était un poison à action lente qui s'accumule dans le corps avec le temps, mimant les symptômes d'infection et d'insuffisance organique. Diana en avait donné à sa belle-fille pendant des semaines, peut-être des mois, avec la froide précision de quelqu'un qui avait planifié chaque dernier détail. Elle passerait le reste de sa vie en prison. Marcus a été signifié de citation à comparaître fédéral avant même qu'il ait eu le temps de quitter l'Église. La SEC, le FBI
l'IRS. Son cabinet l'a licencié à la fin de la journée de travail. Il a publié un communiqué de presse le qualifiant de honte pour sa profession et d'embarras total pour la communauté juridique. Ses biens ont été immédiatement gelés, dans l'attente de l'enquête. Les billets pour le Costa Rica qu'il avait cachés dans son tiroir de bureau ne seraient jamais utilisés. Les créanciers de jeu sont venus le chercher 3 jours plus tard. Marcus s'était vu refuser la liberté sous caution car il représentait un risque de fuite. Il était donc en toute sécurité une détention fédérale lorsque 2 hommes très costauds se sont présentés à son appartement vide pour exiger leur argent. Ils sont repartis déçus, mais ils n'abandonnèrent pas. Les hommes comme eux ont une très longue mémoire. Jessica Crane a été arrêtée pour 17 chefs d'accusation de délit d'initié, de complot en vue de commettre une fraude sur titre et d'être complice de crimes financiers. Sa photo signalétique est devenue virale en quelques heures. Son mascara coulait, ses cheveux étaient en désordre et sa robe de créateur était froissée de son séjour en cellule de détention. Ses abonnés Instagram sont passés de 87 000 à moins de 8 000 du jour au lendemain. Les commentaires étaient brutaux. C'est ce qui arrive quand on échange sa morale contre un homme marié. Imaginez perdre tout pour un type qui était déjà en train de tout perdre. Elle pensait vraiment qu'elle était le personnage principal. Coup de théâtre. Elle était l'histoire d'avertissement. J'ai regardé tout cela se dérouler depuis les coulisses, ressentant un étrange mélange de victoire et de tristesse. Rachel avait gagné. Elle avait déjoué tous ceux qui l'avaient un jour méprisée, et elle l'avait fait de là où elle était. Mais elle était toujours partie, et aucune quantité de justice ne pourrait jamais la ramener. 2 semaines après les funérailles, Greg Holloway m'a contacté par l'intermédiaire de l'avocat Whitmore. Quand nous nous sommes rencontrés, il semblait nerveux, tripotant sa tasse de café d'une manière qui ne correspondait pas à l'homme d'affaires impitoyable que Marcus avait toujours dépeint. Il avait 40 ans, il était prospère et bien habillé d'une manière qui suggérait la richesse sans en faire étalage. Mais ce sont ses yeux qui ont vraiment attiré mon attention. Ils étaient gentils, sincères et remplis du même genre de chagrin que je ressentais. « Je l'aimais », a-t-il dit, la voix basse. « Rachel, nous n'avons eu que 3 mois ensemble, mais je l'aimais vraiment. C'était la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Elle était intelligente, forte et drôle, et elle n'avait aucune idée à quel point elle était vraiment extraordinaire. » Il a baissé les yeux sur ses mains. Au début, elle ne voulait pas quitter Marcus. Elle pensait pouvoir sauver leur mariage, qu'elle pourrait le sauver d'une manière ou d'une autre. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait pris un engagement, qu'elle devait tout essayer avant d'abandonner. Quand elle a finalement réalisé que le mariage ne pouvait pas être sauvé, elle était enceinte, et puis tout a commencé à s'effondrer. Il m'a montré une photographie. C'était Rachel sur une plage, riant à l'appareil photo, ses cheveux flottant au horizon. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années, peut-être plus heureuse que je ne l'avais jamais vue. Je ne savais rien d'Hope, a dit Greg, pas avant les funérailles et le test ADN. Rachel ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte de mon enfant. Je pense qu'elle essayait juste de me protéger. Ou peut-être qu'elle essayait de se protéger. Elle savait que Marcus la détruirait s'il découvrait un jour. Il m'a regardé, les yeux brillants de larmes. Je veux faire partie de la vie d'Hope. Je veux l'aider à l'élever et lui donner tout ce que Rachel aurait voulu qu'elle ait. Ce n'est pas à cause de l'argent ou de l'héritage ou quoi que ce soit. C'est parce qu'elle est ma fille et parce que l'aimer est la seule façon qu'il me reste d'aimer sa mère. Je l'ai étudié de l'autre côté de la table. Cet homme que Rachel avait choisi, même si ce n'était que pour un court instant, même si c'était en secret, j'ai vu ce qu'elle avait dû voir en lui. Il avait une gentillesse et une authenticité. C'était quelqu'un de réel dans un monde rempli d'hommes comme Marcus Morrison. Hope a besoin d'un père, ai-je dit après un moment. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aimera exactement pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle représente. Peux-tu être cette personne pour elle? Oui, a-t-il dit sans aucune hésitation. Je peux. Je le ferai. Je vous promets, Claire. J'ai tenu ma promesse à Rachel. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons convenu d'un plan de garde partagé. Je serai la tutrice légale d'Hope, tandis que Greg serait formellement nommé son père biologique. Il a pris en charge tout ce qu'un enfant pourrait souhaiter, mettant en place des trusts et des fonds universitaires. Mais ce qui comptait le plus, c'est qu'il était là tous les jours. Il a appris à changer les couches,
à préparer les biberons et à chanter les berceuses qui endormaient Hope. Il ne remplissait pas seulement une obligation, il voulait vraiment être un père. Et c'est là qu'une petite partie de moi a commencé à croire que nous allions nous en sortir. Une année entière s'est écoulée. La vie a obstinément continué, même lorsque mon propre chagrin rendait chaque jour une lutte. J'ai passé l'examen du barreau et je l'ai réussi du premier coup. Maintenant, j'étais une avocate diplômée, animée par le souvenir de Rachel et un sens du but que je n'avais jamais connu. En tant que tutrice d'Hope, le Trust me fournissait un salaire. C'était suffisant pour arrêter de m'inquiéter du loyer et commencer à construire le genre d'avenir que Rachel aurait voulu pour nous. Hope allait merveilleusement bien. C'était une petite fille d'1 an, heureuse et en bonne santé, qui avait les yeux de sa mère et le sourire chaleureux et facile de Greg. Elle trouvait de la joie mais dans tout, riant et tendant la main vers le monde avec un bonheur pur qui me faisait comprendre pourquoi Rachel s'était battue si fort pour la protéger. Ma propre fille, Lily, qui avait maintenant 9 ans, a décidé qu'elle était la grande sœur officielle d'Hope. Elle lui lisait des histoires le soir, l'aidait pendant le bain et disait à quiconque voulait bien l'entendre que sa petite sœur était le bébé le plus intelligent et le plus beau du monde entier. Pour se rapprocher de nous, Greg avait déménagé à New York. Il avait même loué un appartement juste 2 étages au-dessus du mien, dans mon propre immeuble, assez près pour qu'il soit une présence constante dans la vie d'Hope, sans encombrer la petite famille unique que nous créions. Greg et moi n'étions pas en couple. Notre lien était quelque chose de différent, peut-être même plus fort. Nous étions partenaires dans le travail le plus important que nous ayons jamais eu. Edgewood Park continuait de s'agrandir, valorisé à 80 millions de dollars, et devait atteindre 100 millions d'ici 1 an. Rachel avait personnellement sélectionné le nouveau PDG, laissant des instructions méticuleuses sur la direction de l'entreprise. Elle a également créé une dotation pour financer des bourses pour les enfants de mères célibataires pour de nombreuses générations. Elle s'appelait le fonds de bourse Betty Johnson, un hommage à la femme qui a passé sa vie à travailler pour que sa fille puisse avoir des chances qu'elle n'a jamais eues. Betty vivait maintenant confortablement dans une nouvelle maison dans le Tennessee, tout payé par le Trust. Elle avait enfin pu prendre sa retraite du restaurant, arrêter de faire les doubles vacations et enfin avoir du temps pour son jardin et pour des appels vidéo avec sa petite fille chaque dimanche après-midi. Nous avons gardé la fête du premier anniversaire d'Hope petite, mais elle était absolument parfaite. Mon appartement entier était rempli de ballons roses. Une bannière que Lily avait confectionnée avec enthousiasme, aux lettres irrégulières épelant « Joyeux premier anniversaire Hope » se pendait au mur. Il n'y avait qu'une poignée d'invités, mais c'étaient les personnes les plus importantes. Lily, Greg, Betty et Tom Whitmore, les gens qui avaient aimé Rachel et qui maintenant aimeraient sa fille pour elle. Pendant que tout le monde s'installait, j'ai fait rouler un petit téléviseur dans ce salon. J'ai expliqué que Rachel avait laissé des vidéos pour Hope, une pour chaque événement majeur de sa vie. Son premier anniversaire, son premier jour d'école, son premier chagrin d'amour, sa remise de diplôme et même son jour de mariage. Rachel voulait que je les lui montre. Un silence respectueux s'est fait dans la pièce. Puis le visage de Rachel a rempli l'écran. Elle était clairement dans son lit de soins palliatifs, mais elle avait mis du rouge à lèvres et arrangé ses cheveux, essayant de ressembler à son ancienne elle-même, même si son corps la lâchait. On pouvait voir l'équipement médical en arrière-plan, les tubes et les moniteurs qui définissaient ses derniers jours, mais elle avait cadré la prise de vue pour les repousser sur le côté. C'était tellement typique de Rachel, toujours préoccupée par les apparences jusqu'à la toute fin. « Ma tendre Hope », commença-t-elle, et sa voix était fragile, mais pleine d'une chaleur et d'un amour que l'enregistrement ne pouvait pas diminuer. « Joyeux premier anniversaire, ma petite fille. Si tu regardes ceci, cela signifie que je ne suis pas là pour te tenir dans mes bras, ou t'embrasser les joues, ou te regarder étaler du gâteau partout sur ton visage et rire du merveilleux désordre que tu as fait. » Elle a souri alors, et pendant une brève seconde, elle a semblé presque en bonne santé. Presque comme la Rachel que j'avais connue pendant 25 ans. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu rester. J'ai combattu si fort, pour Hope, plus fort que je n'ai jamais combattu pour quoi que ce soit. Mais certaines batailles ne peuvent tout simplement pas être gagnées. Pas du moins de la manière dont nous le voulons. Parfois, être une combattante signifie savoir quand il est temps de lâcher prise et de faire confiance aux gens que vous aimez pour poursuivre le travail que vous avez commencé.
Ses yeux brillaient d'émotion, mais elle n'a pas laissé une seule larme couler. Rachel était toujours tellement plus forte que quiconque ne l'avait jamais imaginé. J'ai besoin que tu saches quelque chose d'important. Tout ce que j'ai jamais accompli, tout ce qui comptait vraiment, je l'ai fait pour toi. Je n'ai pas bâti une entreprise parce que j'aimais l'argent ou le succès, ou même parce que j'aimais prouver que les gens avaient tort, bien que je doive admettre que cette partie était satisfaisante. Je l'ai construite pour te protéger. Je savais qu'il y aurait des gens dans ce monde qui essaieraient de prendre ce qui t'appartient, qui te regarderaient et ne verraient qu'une opportunité pour eux-mêmes. Je voulais que tu aies une armure. Je voulais que tu aies des ressources et de l'indépendance. Je voulais m'assurer que tu n'aurais jamais à dépendre de quelqu'un d'autre pour survivre. Pour qu'en choisissant de laisser entrer des gens dans ton cœur, ce soit parce que tu les veux là et non parce que tu n'as pas d'autre choix. Elle a fait une pause, prenant une respiration tremblante. Sois courageuse, Hope. Sois gentille et sois intelligente. Travaille dur, mais jamais si dur que tu oublies comment rire. Aime de tout ton cœur, mais jamais tellement que tu perdes qui tu es. Défends toujours ceux qui ne peuvent pas se défendre. Questionne tout, surtout quand on te dit de ne pas poser de questions. Il y a encore une chose. C'est la chose la plus importante que je te dirai jamais. Ses yeux se sont fixés sur l'objectif de la caméra, nous regardant droit, à travers l'écran, à travers le temps et la mort elle-même. Ne laisse jamais, jamais une seule personne te dire que tu n'es rien sans elle. Tu es tout. Tu es mon tout. Tu es la fille de Rachel Morrison. Et cela signifie que tu as une force en toi que personne, même toi, ne peut l'imaginer. Je t'aimerai pour toujours et à jamais. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la distance entre nous. Joyeux anniversaire, mon trésor. Et puis la vidéo s'est terminée. La pièce était remplie de larmes. Betty tenait un mouchoir devant son visage, ses épaules secouées par ses sanglots. Greg serrait Hope dans ses bras, ses propres joues mouillées de larmes, murmurant quelque chose doucement dans ses cheveux. Même Tom Whitmore, un homme que je n'avais jamais vu montrer qu'un léger intérêt professionnel, s'essuyait les yeux avec le coin d'un mouchoir. Lily a enfoui son visage contre moi, serrant ses bras autour de ma taille. « Elle n'est pas vraiment partie, n'est-ce que pas, maman? » a-t-elle demandé. Je l'ai rapprochée et j'ai dit « Non, bébé, tant que Hope aura ses vidéos, elle n'est pas partie du tout. » Une lettre est arrivée à mon nouveau cabinet d'avocats 3 jours plus tard. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais le cachet de la poste provenait de la prison fédérale où Marcus attendait son procès. Mes mains étaient instables lorsque je l'ai ouverte. Rien de ce qu'il pourrait dire ne pourrait me blesser, ni Rachel, ni l'avenir que nous avions construit sur les débris de sa trahison. « Claire, » commença la lettre, « ceci n'est pas terminé. Mes avocats examinent les preuves ADN. Quelque chose ne me semble pas juste. Et dès que j'aurai prouvé que Hope est ma fille, je demanderai sa garde. Je vais réclamer la fiducie et je vais récupérer jusqu'au dernier objet que Rachel m'a volé. Rendez-vous au tribunal, Marcus. » Je suppose que j'aurais dû avoir peur. 1 an auparavant, une lettre comme celle-ci m'aurait plongé dans une panique totale, mais j'avais passé les 12 derniers mois à apprendre à penser comme Rachel. J'ai appris à planifier toutes les éventualités, à rassembler des arsenaux d'informations et à être prête pour ce moment exact. J'ai décroché le téléphone. « Tom, c'est clair, il a envoyé une lettre. Oui, il menace de se battre pour la garde. » Je sais. Rachel était prête pour ça. J'ai fait glisser le tiroir supérieur de mon bureau. À l'intérieur, il y avait un épais dossier que je n'avais jamais touché, étiqueté de l'écriture soignée de Rachel. Phase 2, s'il menace Hope, ouvrez seulement si nécessaire. J'ai brisé le sceau et j'ai commencé à lire. Il y avait des documents, des photos, des enregistrements audio et une clé USB marquée « Assurance ». Et à l'intérieur, une note manuscrite de ma meilleure amie, écrite au cours des dernières semaines de sa vie. « Claire, disait-elle, si tu lis ceci, cela signifie que Marcus essaie toujours de se battre. Certains hommes n'apprennent jamais. Ils tombent, mais ils se relèvent et continuent de frapper. Non pas parce qu'ils pensent de vraiment pouvoir gagner, mais parce que se battre est la seule façon qu'ils connaissent de vivre. » La phase 1 était les funérailles, les révélations publiques, son arrestation, l'humiliation complète. J'espérais que cela suffirait. J'espérais vraiment qu'il s'en irait en rampant et laisserait Hope tranquille. Mais je le connaissais, Claire. Je le connaissais mieux que quiconque, mieux même qu'il ne se connaît lui-même.
Et c'est pourquoi j'ai préparé la phase 2. Il n'a absolument aucune idée de ce que j'ai découvert pendant ces 6 années passées à documenter chacun de ces crimes. Ce que j'ai sauvegardé, ce que j'ai gardé juste pour ce moment. Il pense que les funérailles étaient la fin. Il croit que j'ai joué toutes mes cartes. Il se trompe tellement. Finis-le, Claire. Fais-le pour moi, pour Hope, et pour chaque femme à qui on a dit qu'elle n'était rien sans l'homme même qui la déchirait. Amour toujours, Rachel. PS 10 à Hope. Sa maman dit « Salut » et dit à Marcus « Échec et mat ». Un sourire s'est étalé sur mon visage. Le même sourire confiant, féroce et prêt que Rachel portait dans sa vidéo. « Oh, Rachel, murmurai-je, quelle femme brillante, terrifiante et absolument magnifique. Combien d'autres surprises m'as-tu réservées? » Je commençais à parcourir le contenu du dossier. Il y avait des noms et des dates, des preuves de crimes qui faisaient passer les révélations des funérailles pour de simples infractions au code de la route. C'était plus qu'assez de munitions pour enfermer Marcus pendant des décennies, pour anéantir complètement ce qui restait de sa réputation et pour garantir qu'il ne serait plus jamais une menace pour Hope ou qui que ce soit d'autre. Dehors, par la fenêtre de mon bureau, la ville s'étendait dans toutes les directions. Des millions de vies individuelles jouant leurs propres histoires personnelles. Quelque part en détention gouvernementale, Marcus Morrison se tapait probablement dans le dos pour sa lettre menaçante, pensant qu'il avait encore un certain contrôle. Quelques coups à jouer, une chance quelconque. Il se trompait lourdement. Rachel s'en était assurée. Je sortis mon téléphone pour composer le numéro de Tom Whitmore, pour mettre la phase 2 en mouvement, pour achever ce que ma meilleure amie avait commencé. La justice est patiente, pensais-je, repensant aux mots qui étaient apparus à l'écran à la fin de la cérémonie commémorative de Rachel. Mais elle n'oublie jamais, et moi non plus. Et c'est l'histoire de la façon dont Rachel Morrison, une femme que tout le monde avait complètement mal jugée, une femme qu'ils appelaient vulgaire, fade et rien sans son mari, a prouvé que chacun d'eux avait tort, même au-delà de la tombe. Elle nous a toutes appris quelque chose de très important ce jour-là. Ne jugez jamais mal une femme silencieuse. Ne croyez jamais que se taire, c'est être faible, et ne pensez jamais que l'argent et le statut peuvent vous protéger des conséquences de votre propre cruauté. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rendu en colère ou plein d'espoir, si elle vous a rappelé votre propre résilience, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Postez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait à la place de Rachel. Auriez-vous lutté pour la justice de la même manière qu'elle? Et si quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait se sentir piégé, impuissant, ou comme s'il n'avait pas d'autre choix, partagez ceci avec lui. Parfois, une histoire est la seule chose dont une personne a besoin pour se souvenir à quel point elle est vraiment forte. Allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire. Car ici, sur cette chaîne, nous croyons en la justice, nous croyons au karma, et nous croyons que les personnes les plus silencieuses sont toujours celles qu'il faut surveiller le plus attentivement. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans la prochaine histoire. Avant de partir, rappelez-vous ceci. L'histoire de Rachel ne concerne pas seulement la vengeance. Il s'agit de connaître sa valeur quand tout le monde autour de vous essaie de vous convaincre que vous n'en avez aucune. Il s'agit de jouer sur le long terme quand le monde s'attend à ce que vous vous brisiez. Et il s'agit de construire son propre pouvoir silencieusement, patiemment et stratégiquement jusqu'au jour où vous serez prêt à l'utiliser. Si cette histoire vous a donné de la force, si elle vous a rappelé que vous êtes plus puissante que quiconque ne vous l'a jamais accordé, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait à la place de Rachel. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez au karma. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui et abonnez-vous avec les notifications activées, car nous avons d'autres histoires à venir qui vous rappelleront exactement à quel point vous êtes forte. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour offrir des leçons et de l'inspiration significative. Chaque histoire que nous racontons est conçue pour vous donner du pouvoir.